Et salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien en ce mardi 28 avril 2026. On se retrouve une nouvelle fois pour l'actu du jour, hein. Nouvelle actu du jour ce matin. On va discuter évidemment des matchs de hier soir, mais aujourd'hui, on parle Ligue des Champions. J'ai mis mon petit maillot pour supporter notre club français, le Paris Saint-Germain qui va jouer contre le Bayern Munich. Ça sera ce soir. Donc on va en parler pendant quasiment 2 heures, hein. Je pense qu'on va pas faire grand-chose de plus, à part parler de ce match, le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. On avait dit que le Bayern contre le Real, ça serait le match de l'année. Le PSG contre le Bayern va sûrement le détrôner. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Ceux qui sont présents sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester. N'hésitez pas à dire vos pronostics, évidemment. On va évidemment faire quasiment toute notre revue de presse sur ça. On va parler du point tactique, les confrontations, Luis Enrique, tout et n'importe quoi de toute façon. On va parler du Bayern aussi évidemment. Mais on va aussi parler de la mise en examen de certains arbitres italiens. Donc ça va être intéressant. Le vestiaire de l'Olympique de Marseille une nouvelle fois en difficulté, on va dire. Donc on va en parler. Réponse sèche d'Abdelia Bey, retard et privilège de Greenwood, spleen de Nwaneri, à l'OM, un vestiaire sous haute tension. Pardon. La surprise dans cet article, Hugo Loris, un recours surprise pour la Coupe du Monde 2026. L'ancien capitaine des Bleus pourrait être le gardien numéro 3 à la place de Lucas Chevalier, qui a totalement perdu sa place du côté du Paris Saint-Germain. Et donc c'est une question qu'on se pose à l'équipe, hein. Donc on va voir ce que nous dit cet article et on va essayer d'en débattre aussi. Et après, on en parlait hier les amis, Kylian Mbappé va-t-il rejouer au Real Madrid cette saison? On pensait qu'il devrait être apte pour dimanche, après on nous dit que finalement il ne pourrait pas jouer. À mon avis, on souhaite préserver Kylian Mbappé après sa blessure de dimanche, donc on va en discuter. Mais le gros de cette émission sera sur le PSG Bayern. Voilà. Le petit point promo juste avant de démarrer les amis. N'hésitez pas à vous abonner à TikTok évidemment pour suivre tous les lives. On est en live tous les matins, 10 h midi du lundi au vendredi. On a évidemment nos petits shorts réels, je sais pas comment on appelle ça sur TikTok, mais vous connaissez avec les conférences de presse de l'OGC Nice. On a dit qu'on en ferait un peu plus avec des clips de nos vidéos, tout ça. On y travaille, j'avoue que j'ai pas forcément pris le temps de le faire. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch aussi, vous pouvez voir mon écran grâce à Twitch. Donc c'est un peu plus fluide quand on discute de certains sujets, quand on fait des points tactiques avec des petites photos. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch et me suivre. N'hésitez pas aussi à me suivre à vous abonner à la chaîne YouTube, hein. Vous avez toutes les rediffusions, toutes les émissions aussi que l'on prépare en amont, que ça soit sur la Ligue 1, la Ligue des Champions, l'équipe de France. Vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube, pardon. Je me mélange. Si vous préférez m'écouter, vous avez les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon. Et après, vous avez tous les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas TikTok, pour ceux qui n'ont pas, peu importe le réseau. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Snapchat, Thread et X. Aussi, petite dédicace, hier on est passé sur le podcast des amis de Sans Filtre, donc ça, petite dédicace à eux, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne Twitch et leur chaîne YouTube, je vais peut-être les épingler, c'était sympa, on a parlé du maintien en Ligue 1 avec eux, donc c'était hier soir, lundi soir, il y aura sûrement la rediffusion sur leur chaîne YouTube, pardon. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je cherche juste leur chaîne. Comme ça, je peux les mettre en épinglé et on est parti. Est-ce que c'est celle-là? Effectivement, c'est celle-là. Hop là, on va les mettre. Tac. Est-ce que je peux épingler tout ça? On va démarrer tranquillement, hein. Le temps que tout le monde arrive, comme ça, on va pouvoir se mettre bien les amis. Mais voilà, hein, en attendant, on discute. Si vous avez des choses à dire dans le chat, n'hésitez pas. Et on va pouvoir y aller tout doucement. Je vous mets les liens des amis de Sans Filtre, hein, pour l'invitation. Hop, on l'épingle. Juste là, période.
retirer manuellement à la fin du stream. Voilà, on va faire ça. Et sur TikTok, je vais vous les mettre aussi. Donc ça, c'est leur chaîne Twitch, hein. Si vous allez sur leur lien Twitch, vous avez toutes les, ouh là là, je cherche mes mots. Oui, vous avez tous leurs liens, que ça soit les réseaux sociaux, heu, YouTube, tout ça, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et vous pouvez les retrouver. Donc voilà, merci à eux pour l'invitation. J'espère qu'on refera, des choses ensemble et voilà, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et leur donner de la force. Dites-leur même que vous venez de la part de, Patrick et de Vincent et ça j'imagine que ça leur fera plaisir. Voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement les amis. Donc on a fait notre petit point promo. Ouais, on a fait petit point promo, nickel. OK, donc on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors on va parler rapidement des matchs de hier soir. Hier soir, on avait qu'est-ce qu'on avait déjà pour les matchs de hier soir? Oui, Manchester United, on en parlera juste avant de parler du Paris Saint-Germain. Donc on avait de la Ligue 2 avec Boulogne-Dunkerque, victoire de Dunkerque 6 buts à 2 quand même. Hem, Victoire de Dunkerque 6 buts à 2, c'est pas tous les jours non plus qu'il y a 8 buts dans un match. Donc Robinet, Sasso, doublé de Sasso, doublé de Robinet aussi, un but de Massoc et un but de Marc Loufi pour cette équipe de Dunkerque. Et après, c'était Pinot et Le Collier qui avaient marqué pour cette équipe de Boulogne. Au niveau du classement, du coup, cette grosse victoire de Dunkerque, en fait, cette victoire ne change rien, honnêtement, à l'issue de la saison, hein. La Ligue 2, c'est quasiment fini, hein, il reste pas beaucoup de matchs. Dunkerque ne jouera pas le haut du tableau ni le bas. Boulogne non plus, hein, ils sont assez éloignés de Laval. Donc, pour ce match, voilà, c'est des matchs maintenant anecdotiques, mais bon. Un match où il y a eu 6-2, heu, 6-2, c'est toujours assez intéressant. En Serie A, Cagliari a battu l'Atalanta. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour la suite de la Serie A. Enfin, plutôt pas mal. Oui et non, parce que l'Atalanta, du coup, va pas rentrer dans cette course à l'Europe, hein, une équipe qu'on a l'habitude de voir, dans cette course. Donc c'est Paul Mendy qui a marqué pour Cagliari un doublé dès le début de match, hein, première minute, 8e minute. Après, c'est Scamacca qui lui a rendu l'appareil en mettant un doublé 40e, 45e. Et en fait, c'est Borelli en début de deuxième mi-temps qui donne la victoire à Cagliari. Sur ce classement de Serie A, voilà, Cagliari, cette victoire leur fait du bien, ça les éloigne de la zone de relégation, même s'il y a quand même 8 points d'écart avec Cremonese. Et l'Atalanta, voilà, à cause de cette défaite, ils restent à 7 points de l'AS Rome et ça ne les relance pas du tout pour la course à l'Europe. Voilà. La Lazio et l'Udinese, 3 buts partout entre les deux équipes. Voilà, là aussi on a pas mal de buts. Pour une fois qu'on a des buts en Serie A, c'est plutôt pas mal, même si c'est pas le plus fréquent non plus. Donc voilà, la Lazio 8e, pareil que sur certains matchs, l'Udinese ou la Lazio qui gagne ou qui fait match nul. Voilà, ces matchs sont anecdotiques, c'est la fin de saison là, ça prépare déjà la saison prochaine, hein. On donc voilà, mais vous avez quand même l'information. Gil Vicente contre Casapia dans la Ligue portugaise, victoire de Gil Vicente 2 buts à 1. Qu'est-ce qu'on a? La Super League turque avec Alanyaspor et Samsunspor, victoire de Samsunspor 3 buts à 2. Le Beşiktaş a fait match nul contre Karagümrük et Konyaspor a battu Trabzonspor 2 buts à 1. Voilà, et après en Liga, l'Espagnol Barcelone contre Levante, ça a été un match nul 0-0. Donc là aussi, on va pas aller dans le détail de ce match. On va quand même parler de Manchester United, hein. Désolé si je fais un peu de bruit. Ouais, on va parler de Manchester United parce qu'il y a une victoire et Manchester United qui se replace sur le podium de, de la Première Ligue, hein. Bon, qui était toujours sur le podium avec cette victoire de Liverpool, la défaite d'Aston Villa. Ils étaient tous à 58 points. Mais en battant Brentford, Manchester prend 3 points d'avance. Bon, se rapproche de Manchester City à 9 points. À mon avis, ils pourront pas les rattraper, sachant que City a un match en retard. Mais point positif pour Manchester United, hein. Victoire de buts à 1, but de Casemiro, hein, qui finit la saison en trombe juste avant de quitter les Red Devils. Et ben, il y a Benjamin Sesko, c'est très positif ce qu'il marque parce qu'il a eu une saison assez compliquée.
Il a eu du mal à se mettre dans le sillage de Manchester, de rentrer dans le moule. Mais là, petit à petit, il est titularisé par Michael Carrick, en attaque devant avec, Bryan Mbeumo qui était à droite. C'était Amad Diallo qui était à gauche, pas de Matheus Cunha. Et donc Benjamin Sesko qui s'installe. Salut à Sarah qui est présente sur le live, j'espère que tu vas bien, que, tu passes un bon début de semaine. Et on est en route pour parler du Paris Saint-Germain. On finit rapidement sur Manchester United contre Brentford. Donc, je l'ai dit, victoire 2-1. C'était Jensen qui avait réduit l'écart à la 87e minute. Mais ça ne l'a pas fait. Tant mieux pour Manchester United. Voilà, Man U qui est 3ème, 61 points, 3 points d'avance sur Liverpool et Aston Villa. Il va falloir garder cette place juste pour. C'est un peu mental hein, pour Manchester United. Hein. S'il reste sur ce podium de Première Ligue, ça va, pour la saison prochaine, déjà, ça va peut-être être. Ça va peut-être être bien, mentalement pour le club, enfin avec tout ce qui s'est passé, ça va leur faire du bien. Voilà, Brentford qui reste 9e du coup, hein, avec une victoire, Brentford aurait pu passer devant Brighton et se mettre dans les places à l'Europa League, mais c'est une occasion manquée pour cette équipe, voilà. Voilà, très content pour Manchester United. Je suis pressé d'être ce soir. Eh ben, nickel, parce qu'on va en parler. Évidemment, ça va être l'actu du jour, hein. Ce PSG Bayern, on va en parler pendant quelques temps quand même. Donc on disait, hein, Bayern Munich, Real Madrid, hein, c'était le match de l'année. Je pense que ça va être rapidement détrôné par ce Bayern PSG. On a déjà goûté un peu à une avant-première quand c'était la phase de ligue avec la victoire du Bayern, il me semble, hein, que je dise pas de bêtises moi. Voilà, c'était la victoire du Bayern, 2-1. On se souvient, il y avait eu la blessure de Achraf Hakimi. C'était un doublé de Luis Diaz. Voilà, doublé de Luis Diaz et il s'était fait expulser sur la faute sur Achraf Hakimi. Après, c'était João Neves qui avait réduit l'écart. Euh, Sans conséquence forcément cette défaite, vu que les deux équipes, même si le Paris Saint-Germain est allé en barrage au final, euh, le Bayern a déroulé tout au long de cette Ligue des Champions. Ils ont fini deuxième de la phase de Ligue. Ils ont légèrement galéré contre le Real Madrid. Mais honnêtement, ils sont archi favoris, cette équipe du Bayern. Sur les compos probables déjà, pour commencer, après on fera notre petite revue de presse par rapport à ce match. Sur les compos probables, un 4-3-3 de la part de Luis Enrique sûrement, avec Safo 9 dans les cages, Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos en défense centrale, à droite Hakimi. Au milieu de terrain, alors euh, c'est la question qui va se poser. Est-ce qu'on retrouve le milieu de terrain qu'on avait la saison dernière avec le retour de Fabien Ruiz? Donc ça serait Fabien Ruiz, Vitinha, Joao Neves, ou alors Fabien Ruiz, vu qu'il revient récemment de blessure et que Warren Zaïre-Emery a très très bien fait son travail au milieu, reste titulaire. Voilà, c'est le gros point d'interrogation. Et en attaque, à mon avis, on retrouvera cette attaque, là aussi qu'on avait retrouvée l'année dernière, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. La question se pose, est-ce que Barcola a la place de Doué? Dites-moi hein, qui vous choisirez déjà pour le milieu de terrain et pour l'attaque dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Ces quelques interrogations, elles peuvent avoir leur importance comme elles peuvent avoir zéro importance. Du côté du Bayern, le 4-2-3-1 de Vincent Kompany avec Manuel Neuer dans les cages, Upamecano, Jonathan Tah en défense centrale, à gauche Leimer, à droite Stanisic, au milieu de terrain Pavlovic, Kimmich, et en attaque, Harry Kane, Luis Diaz à gauche, à droite Michael Olise, et en numéro 10 avec la blessure de Serge Gnabry, hein. On le rappelle, Serge Gnabry qui ne participera pas à la fin de saison du Bayern, mais aussi à la Coupe du Monde, hein. Il a déclaré forfait, et donc ça devrait être Jamal Musiala qui devrait le remplacer dans le 11 titulaire du Bayern. Il y a aussi Lennart Karl qui est toujours blessé, Rafael Guerreiro toujours blessé, enfin blessé. Donc voilà pour cette équipe. Pour ces compos probables, hein, c'est du classique. On arrive en fin de saison, normalement, les effectifs sont rodés. Ils savent où ils vont. Au niveau des cotes, les amis, évidemment, on fait attention si on parie. On met pas la maison, pas le PEL. Hein, si on peut éviter de parier, on le fait. Mais pour ceux qui le font, voilà. On a les cotes. Donc le Paris Saint-Germain, vu qu'ils sont à domicile, ils sont légèrement favoris. On le voit chez les bookmakers. Euh,
2,30, 2,40 à peu près sur, avec cette équipe parisienne et le Bayern est à, voilà, on voit du 2,50, 2,60 donc il y a très, très peu d'écart entre ces 2 équipes. Donc ça va être un vrai choc au Parc des Princes dès ce soir. On va démarrer sur notre revue de presse. Qu'est-ce que nous dit Sarah? Milieu de terrain, Vitinha, Neves et Zahir Emery. En attaque, Dembélé, Kvara, Doué. Je serais plutôt d'accord avec toi aussi. Je pense que Fabien Ruiz, c'est le mettre là dans un match comme ça face au Bayern. Après, on sait qu'il est capable de gérer la pression, mais est-ce que ça serait pas un bourbier? Euh, Warren Zahir Emery a fait plutôt une très très belle saison, hein, donc je pense que Zaïre Emery sera titulaire. Pour l'attaque aussi, Dembélé, Gvara, honnêtement, là, il y a pas forcément de question, hein. Gvara, depuis quelques semaines, il est assez injouable. Ousmane Dembélé, il est ballon d'or, son statut est intouchable un peu. Et après, la question Désiré Doué, Bradley Barcola, avant sa blessure, il revenait à un très très fort niveau. On sait que Désiré Doué, il est capable de quelques miracles. Donc, ouais, je serai aussi sur Désiré Doué. Voilà. Donc on va aller sur notre revue de presse et on va d'abord parler tactique avec l'équipe, hein, Maxime Brigand, le journaliste qui a écrit cet article. Vitinha bloqué, récupération haute et vitesse parisienne maîtrisée. Les leçons du PSG Bayern de novembre avant la demi-finale de Ligue des Champions. Ok, on est parti. On est parti les amis, désolé, un petit coup d'eau, hein, j'ai la pâteuse ce matin, je suis désolé. Donc, on disait, si les conclusions de l'automne trouvent rarement leur prolongement au printemps, la première confrontation de la saison entre le PSG et le Bayern Munich, au tout début du mois de novembre, avait vu les Bavarois envoyer un message clair aux champions d'Europe en titre. Que faut-il en garder avant les retrouvailles entre les deux clubs en demi-finale de la Ligue des Champions? C'est une évidence que certains entraîneurs préfèrent parfois lâcher loin des micros. Pour ceux qui en doutaient encore ou l'avaient un temps oublié, Vincent Compagnie aura offert une piqûre de rappel. Le 25 novembre, à la veille de voir son Bayern Munich s'incliner pour la première fois de la saison à Londres contre Arsenal en phase de Ligue de la Ligue des Champions, personne ne veut être la meilleure équipe en novembre. On le sait, si certains virages mal négociés peuvent être fatals dès l'hiver, le foot se décide avant tout au printemps quand les journées s'étirent, que les oiseaux se remettent à chanter et que le moindre ballon peut tout faire basculer. Ainsi, au moment de voir le PSG retrouver le Bayern mardi soir en demi-finale aller, quel est le poids exact de la dernière confrontation entre les deux équipes début novembre qui avait vu les Bavarois se sortir des pièges et s'imposer? Malgré une mi-temps disputée en infériorité numérique assez léger, semble être la bonne réponse, mais cette rencontre reste un référentiel intéressant de bons ingrédients utilisés par les hommes de compagnie pour embêter les Parisiens. Le Bayern pas inquiété par les rappels dans le dos de ses centraux. Au Parc des Princes, le Bayern Munich avait su être audacieux, notamment à l'aide d'un pressing individuel très agressif, qu'il avait su allier à un équilibre constant durant toute la partie du match disputé à 11 contre 11. Plusieurs points dans l'attitude sans ballon du champion d'Allemagne avaient attiré l'œil. La capacité des différents éléments, malgré leur volonté de chasser en individuel, à s'échanger les marquages sans jamais rien ouvrir, celle de résister aux appels envoyés par les joueurs mobiles de Luis Enrique dans les espaces ouverts dans le dos de Dayo Upamecano, souvent au suivi de Fabien Ruiz et Jonathan Tah en charge d'Ousmane Dembélé. Cette approche volontaire est un indispensable pour embêter le PSG, peut-être d'autant plus cette saison, ou à quelques reprises comme lors du play-off retour contre Monaco. Les Parisiens affichent pas mal de distance en phase de possession entre les 4 joueurs chargés d'initier la construction et le reste des animateurs. Cela laisse souvent des espaces à exploiter en cas de ballon gratté et à Paris. Le Bayern avait d'ailleurs inscrit ses 2 buts à la suite de récupération haute. Mise en situation de l'audacieuse approche sans ballon du Bayern en novembre. On note ici la volonté de Kimmich de ne pas offrir la possibilité à Vitinha d'être face au jeu. On voit également les sorties hautes de Pamecano et de Jonathan Tah. Ici, au contact de Dabélé, il est important aussi de regarder sur cette séquence la course en haut de la capture d'écran d'Olysée. Donc on voit tactique mise en place par le Bayern, c'est Kimmich qui vient presser Vitinha, donc c'est milieu contre milieu, mais vraiment très bas sur le terrain. On sait que Vitinha aime beaucoup reculer pour récupérer le ballon et mettre en place le jeu du Paris Saint-Germain. On voit les centraux écartés de Paris avec, à la ligne avec Safonov.
les 2 latéraux écartés et on voit cette équipe du Bayern Munich, donc Joshua Kimmich, hein, qui marquage à la culotte sur, Vitinha et je pense que ça va être, de nouveau le cas ce soir. Après, au-dessus de la ligne médiane, on voit Dayo Upamecano et Jonathan Tah, aux côtés de Ousmane Dembélé, donc vraiment très, très haut sur le terrain et on voit déjà Michael Olise, alors là, il était côté gauche, hem, déjà faire un appel directement, dans l'axe, ah pardon, pas Michael Olise faire un appel, mais on voit Michael Olise, pardon, à droite, reculer, vu qu'il a vu ces 2 défenseurs centraux monter et donc pour couvrir un éventuel, départ, des latéraux ou de Kvaratskhelia plein axe. Voilà, le danger dans cette situation est d'offrir un espace à attaquer dans l'axe dans le taux de Ta et Upamecano. Mais on voit que Leimer a anticipé et va être à la retombée d'un long ballon vers Kvaratskhelia. Donc Ousmane Dembélé qui est redescendu, qui a attiré les défenseurs, et Kvaratskhelia qui peut faire un appel. Donc à ses côtés, Olysée avait aussi anticipé pour contrôler Barcola à l'opposé. Et donc Olysée avait reculé, sachant que Barcola était long de ligne. Salut à Yaou présent sur le live, j'espère que tu vas bien, mon ami. Alors, deux choses en même temps. Tu en penses quoi de l'absence de compagnie? L'absence de compagnie, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est vrai qu'il est suspendu, notre ami, sur le live, pff, sur ce match. Euh, à mon avis, ça va pas changer grand-chose pour les deux équipes et ça, ce qu'elles doivent faire. Euh, je continue de regarder, hein, parce qu'en même temps, il y a le débrief tactique et les choses, les photos. Si vous voyez pas les photos, j'essaye de vous les décrire. Alors, donc ça pour cette discussion, pour ce point de tactique, on l'a vu déjà, on a compris, ça va continuer juste en dessous pour cet article. Donc, un homme avait à l'époque particulièrement été cadenassé par les Munichois. Vitinha, touché à 50 reprises en première période, euh, mais en permanence mis dans l'impossibilité d'orienter et dicter le jeu du PSG. L'autre élément à mettre en lumière est la faculté qu'ont eu les joueurs de compagnie à faire tourner en leur faveur la plupart des batailles pour les seconds ballons. Le PSG souvent submergé par les rotations du Bayern et les décrochages de Kane. Tak, Kimmich et même parfois Olise et Diaz sont venus constamment densifier la zone de chute des ballons repoussés de la tête à la suite d'une longue ouverture parisienne et ont imposé des supériorités numériques à la retombée. Cela aura demandé une implication constante de tous, ce que Compagnie avait formulé ainsi qu'à la sortie du match. On ne peut pas affronter ce PSG avec ne serait-ce qu'un seul joueur qui ne donne pas son maximum. C'est impossible. Joshua Kimmich, lui, avait parlé de l'une des mi-temps les plus intenses de sa carrière. Bien sûr, le PSG n'était pas à cette période de la saison dans un pic physique et Dembélé avait dû céder sa place après 25 minutes de jeu. Après la rencontre, Luis Enrique avait même affirmé en écho aux propos de compagnie que l'important serait mars-avril. Pour autant, mardi soir, les Parisiens vont aussi très certainement retrouver les mécanismes avec ballon du Bayern de novembre qui lui semble surfer sur une vague constante depuis le début de saison. Même si le Real Madrid a su le secouer sur certaines transitions au tour précédent, ces mécanismes avaient été difficiles à contenir pour le PSG, souvent submergés par les rotations bavaroises et les décrochages d'Harry Kane, qui était à plusieurs reprises venu générer une supériorité numérique à la sortie de balle face à la prise toujours très individuelle des trois milieux de Luis Enrique. Gnabry n'avait pas hésité à venir garnir les zones basses et sur pas mal de séquences, on avait vu Konrad Laimer, Josip Stanisic, les latéraux théoriques pour attaquer le dos de William Pacho et Marquinhos. 5 mois plus tard, le Bayern Munich était à 10 contre 11 pour un grand Manuel Neuer. Propose toujours les mêmes mouvements, la même variété et semble toujours aussi connecté. Le PSG lui semble davantage en mesure de répondre aux défis. Reste à savoir si les leçons de novembre serviront à l'épreuve du printemps. Eh ben, effectivement, on verra ça ce soir. De toute façon, on va continuer d'en parler, hein, sur toutes les oppositions entre le PSG et le Bayern, surtout sur le terrain. Euh, Après, ce qui est bien, nous, on a un bon, on a un bon banc, alors que eux, non. D'accord, wow. Euh, je suis pas forcément. On est plutôt. Alors, le Paris Saint-Germain, je pense, aussi à un meilleur banc. Euh,
Désolé, je regarde plusieurs choses en même temps. Sur le banc du Paris Saint-Germain, bah, on va aller checker ça parce qu'on a quoi? Gonzalo Ramos, Lee Kangin, Barcola du coup, Fabien Ruiz qui est revenu. Euh, c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. Alors que le Bayern, ils ont qui sur le banc? Alors, déjà Paris Saint-Germain. Donc il y a Ilyes Abarni, ouais, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Fabien Ruiz, Seny Mayulu, Kangin Lee, Dro Fernandez, Bradley Barcola, même Ibrahim Mbaye et c'est vrai Gonzalo Ramos. Du côté du Bayern, on a hop, Bayern München, le Bayern München. Qu'est-ce qu'on a alors sur le banc? On a du Kim Min-jae, Hiroki Ito, Alphonso Davies, Bischoff il est blessé, il y a Goretzka, il y a le jeune Engen qui a joué ce week-end, Lennart Karl est blessé, ouais. Non, c'est vrai, au final tu t'as pas tort, Sarah. Le Paris Saint-Germain a clairement un meilleur banc, sachant qu'il y a pas mal de blessés du côté du Bayern, des blessés importants, comme, comme Lennart Karl, Serge Gnabry. Même Tom Bischoff, hein, qui avait fait plutôt du bon taf récemment. Oui, c'est vrai que pour le coup, le Paris Saint-Germain a clairement un meilleur banc que le Bayern Munich. C'est sur ces petits détails que ça va jouer, sûrement sur ce match, hein. Mais évidemment, c'est les stars qui feront la différence. Hop. On va aller sur un nouvel article. Donc, Nuno Mendes au lycée d'un côté, Hakimi Luis Diaz de l'autre, les duels de luxe du PSG Bayern. Brillants dans leur expression offensive, les latéraux parisiens Achraf Hakimi et Nuno Mendes en souffrance en phase de ligue face au Bayern feront face à un défi défensif immense contre les ailiers bavarois Michael Olise et Luis Diaz ce mardi en demi-finale allée de la Ligue des Champions. C'est un article d'Hugo Delhomme et Emre. Dites-moi, hein, dans le chat, euh, alors je sais pas comment poser la question, mais qui va manger qui sur ces deux duels, Nuno Mendes Olise et Hakimi Luis Diaz, qui va ressortir vainqueur de ces duels. Ça m'intéresse de savoir quelle est votre vision sur ces duels. Luis Enrique est au moins publiquement un technicien très lisible. Lundi en conférence de presse, l'entraîneur parisien, d'une humeur presque badine, entendait mettre de la légèreté dans ses heures brûlantes d'avant-demi-finale. Pardon, désolé, j'ai le nez qui me gratte. Une posture assumée qui n'a pas empêché l'Asturien, tout en gardant ses secrets de composition bien gardés, de poser les bases tactiques de cette confrontation au sommet. Savoir défendre sera la clé, a-t-il glissé rapidement, refusant d'individualiser la confrontation. On ne peut pas aborder le match individuellement, l'équipe est plus importante. C'est exactement ce qu'on va faire nous, hein. Cette demi-finale se jouera pourtant notamment dans la capacité des ailiers à prendre le dessus sur leur vis-à-vis. Achraf Hakimi et Nuno Mendes feront face à un défi immense. Michael Olise et Luis Diaz soient contrôler ce qui se fait de mieux sans doute sur les côtés en Europe cette saison. En phase de ligue, le 4 novembre, les ailiers bavarois avaient en première période, avant la faute de Luis Diaz qui a provoqué la blessure d'Hakimi et l'expulsion de l'international colombien, gagné le rapport de force. Et cette fois, Nuno Mendes ne devra pas laisser respirer Olise. Lamine Yamal, Mohamed Salah et Olise en quelques mois, Nuno Mendes a affronté les ailiers les plus brillants de la scène européenne des dernières années. Pas réputé pour être toujours fiable dans le 1 contre 1 défensif, le Portugais a prouvé sur ces 2 dernières saisons qu'il avait nourri sa culture défensive dans des proportions remarquables, au point de pouvoir lutter contre n'importe quel type d'ailier. La manière dont il a muselé le prodige barcelonais en octobre tente à le montrer. En novembre, en phase de ligue face à Olise, l'ancien du Sporting Portugal, passé en difficulté dans le duel pur, s'était noyé dans un déchet technique immense. Depuis, l'international français donne l'impression d'avoir encore un peu plus développé son arsenal créatif, avec ses crochets extérieurs devenus sa marque de fabrique, mais surtout avec cet éventail de feintes qui paraît toujours plus important. Mendes peut-il résister et surtout comment? Il faut être proche de lui, il ne faut pas lui laisser d'espace, essayer de jouer physique, explique Sungutu Magassa, le milieu défensif de West Ham et ex-coéquipier d'Olysée en équipe de France olympique. Il ne faut pas le laisser s'installer dans sa zone de confiance. Si tu peux faire des petites fautes, tu fais des petites fautes.
Mais surtout, être le plus proche de lui pour essayer de limiter sa prise de vitesse, c'est important. Quand il est face au jeu, il est quasiment inarrêtable. Il a une palette tellement complète, poursuit Saïd Aïgoun, l'adjoint de Patrick Vieira à Crystal Palace. Il s'arrête devant le défenseur, l'oblige à avoir des appuis fixes et ensuite il a une telle explosivité et une telle fréquence dans sa conduite de balle. L'enjeu pour l'international portugais 23 ans sera de limiter son enroulé pied gauche. Ça va être beau de voir ce duel parce que Nuno, c'est un monstre pour ce Aïgoun. Autant sur le dribble extérieur, il va pouvoir l'arrêter, autant le dribble intérieur, à moins qu'il s'oriente et utilise l'extérieur du gauche, ce ne sera pas simple. Selon le technicien, la solution pour freiner Olysée est plutôt collective. On peut soit parvenir avant et limiter son nombre de ballons touchés, soit mettre en place une prise à deux comme à l'époque avec Messi. Même comme ça, il va vous mettre en difficulté parce qu'il sait tellement faire jouer les autres et sortir des passes à la Kevin De Bruyne. Hakimi a des atouts pour feinter Diaz. Comment réduire l'influence d'un joueur quasi systématiquement décisif lorsqu'il est sur le terrain? Les statistiques vertigineuses de Luis Diaz cette saison, 25 buts et 20 passes décisives, toutes compétitions confondues, disent tout du casse-tête qui sera proposé aux Parisiens. Le constat à date est qu'ils avaient été logés à la même enseigne que les autres lors du match de novembre. 45 minutes avaient suffi au Colombien intenable dans son couloir pour inscrire un doublé. Par sa mobilité et sa manière de se démener sans relâche, l'attaquant avait tourmenté Hakimi dans des proportions considérables. Le milieu Anoa Massengo a affronté 2 fois Luis Diaz cette saison avec Augsbourg en Bundesliga. À l'aller, on était allé le presser haut et il nous avait tué parce qu'avec sa qualité technique, il arrivait tout le temps à se sortir de la pression. Dans l'urgence, il fait toujours les bons choix. On avait changé d'option au retour. Pour limiter son influence, on avait décidé de le cadrer davantage. J'avais eu le sentiment qu'il avait fait moins de différence dans le 1 contre 1. C'est un équilibre à trouver, mais aller le presser tout le temps fort représente un risque. Du duel de novembre en phase de ligue subsiste aussi l'image du latéral droit parisien sorti en larmes à quelques semaines de la canne touchée à la cheville gauche à la suite d'un tacle par derrière qui avait valu à Diaz un carton rouge avant la mi-temps. De quoi nourrir chez l'international marocain un éventuel sentiment de revanche? Non, ça n'existe pas, Baléton au club. Quand Luis Diaz fait ce geste stupide, à aucun moment il ne peut se douter qu'Ashraf va être blessé 2 mois. L'heure de retrouvailles, les considérations tactiques prévalent avec la gestion de la profondeur et des 1 contre 1 au cœur des débats par son volume de course, sa vitesse et sa propension à apporter le surnombre. Hakimi dispose des atouts pour prendre l'ascendant. À la charge de Marquinhos et des milieux parisiens d'assurer la couverture pour ne pas s'exposer aux transitions du Bayern. Un domaine dans lequel excelle le Diaz. Pour le PSG comme pour le club bavarois, tout sera une nouvelle fois une affaire d'équilibre à trouver. Tu en penses quoi du match de Manchester United? Hum. Effectivement, non. Alors, par contre, on va commencer. Déjà, sur le Nuno Mendes, les duels Nuno Mendes, Olysée et Hakimi Luis Diaz de l'autre, ça va être très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me redire hein, dans le chat, hein, peut-être que je suis passé à côté. Quel duel vous intéresse le plus? Qui va manger l'autre aussi? Ça m'intéresse de savoir. On va continuer sur ce match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Juste sur la question par rapport à Manchester United, bah, c'est un point, enfin c'est 3 points très positifs pour Man U hein, qui s'est imposé contre Brentford. On le rappelle, un but de Sesco, un but de Casemiro pour la fin de son parcours ça se voit qu'il est libéré, Casemiro, qui joue pour vraiment aider cette équipe. Peut-être Prest, on va le regretter la saison prochaine. Mais voilà, c'était très positif, je disais, pour le club. Et sur le match en lui-même, honnêtement, j'ai vu que par parcimonie des bouts de match, hein, j'ai pas pu le voir en entier. Euh, dans les stats, ça avait l'air équilibré, mais Manchester United a su faire le bon coup. Voilà, 5 arrêts de la part de Lamens. 3 seulement de la part du gardien de Brentford. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Hein, Manchester United sur le podium de Première Ligue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais honnêtement, je pourrais pas en parler plus que ça. Voilà. Désolé les amis, je bois comme un sauvage, mais on va pouvoir continuer tranquillement. Et là, c'est un article sur Luis Enrique. Luis Enrique, raconté par Abelardo, son ami d'enfance et ancien coéquipier. Il va entrer dans l'histoire du foot et il va y arriver.
C'est un article de José Barroso qui était à Gijón pour rencontrer un ami de Luis Enrique. Abelardo, ami d'enfance de Luis Enrique et compagnon de route tout au long de sa carrière de joueur, lève le voile sur l'entraîneur du PSG et sur son ambition de marquer l'histoire du jeu. Plus qu'un ami, un frère. En mai dernier, Luis Enrique définissait Abelardo en ces termes. Partenaire au long cours en sélection et au Barça, les deux hommes sont avant tout des gajes. euh, enfants de Poumarine, nés à 19 jours d'intervalle. Ils ont grandi dans ce quartier populaire de Gijón, partageant les mêmes bancs à l'école et effectuant leur classe ensemble balle au pied au club de futsal de Chetoa à la Bragna et au Sporting Gijón, où ils sont passés pro en même temps. Dans une brasserie de la capitale des Asturias, affable et bienveillant, Abelardo, 56 ans, a accepté de raconter son Luis Enrique, loin de l'image véhiculée publiquement. L'enfance à Gijón est le Sporting, combatif compétiteur, gros caractère. Vous souvenez-vous de vos premières rencontres avec Luis Enrique? On habitait à 150 mètres l'un de l'autre, on allait à la même école, on se retrouvait à la récré. À force de jouer ensemble, on est devenus amis. Il pouvait dribbler tout le monde. Moi aussi, à cet âge-là, un gamin plus âgé nous a demandé si on voulait jouer dans une équipe de foot à 5. On avait 7 ans. Brito, leur premier coach, nous a repérés. On a fait un essai à Chetosa, pardon, et c'était parti. On a été champion des Asturies contre le Sporting Gijón qui a ensuite recruté les 5 joueurs de l'équipe. Comment était-il dans ses jeunes années? Le même, combatif, compétiteur, gros caractère. Son père était routier, sa mère cuisinière, une famille normale, tranquille. Poumarine était un quartier dont beaucoup d'habitants venaient de l'extérieur pour trouver du travail. Dans le quartier, on jouait sur des étendues d'herbe ou dans la rue. Il y avait des nids de poules, mais on mettait 2 pierres pour des buts et on jouait là tous les jours. Ça développait l'adresse, le jeu de corps, car à 7-8 ans, on pouvait affronter des 14-15 ans. Bon, on était épais, comme ça. Donc il tend son index. Surtout lui, mais toujours accrocheur. Une énorme envie de progresser. Alors la carrière de Luis Enrique, pour ceux qui la connaissent pas, en tant que joueur, il est passé de Gijón de 89 à 91. Il a fait le Real Madrid de 91 à 96, puis le FC Barcelone de 96 à 2004. En tant qu'entraîneur sélectionneur, il a fait le Barcelona B de 2008 à 2011. Après, il a fait l'AS Roma de 2011 à 2012. Le Celta Vigo 2013-2014, le FC Barcelone quand même de 2014 à 2017 avec qui il remporte une Ligue des Champions et je crois qu'il remporte 3 Ligas. Il était sélectionneur de l'Espagne avec de 2018 à 2022. Ça n'a pas été la plus grande réussite je pense aussi. Et après il est au PSG depuis 2023. Son gabarit est l'une des raisons pour lesquelles le Sporting Gijón ne l'avait pas initialement gardé. Lui et moi, ils nous ont jetés à une douzaine d'années. On n'avait pas fait notre croissance, ça est arrivé à 16-17 ans. On était parti à la Bragna, puis on est revenu ensuite au Sporting en réserve en 1988 avant de rejoindre le groupe pro. Là, il était au-dessus. Il a fait une saison à 15 buts à 20 ans et le Real l'a recruté. Pourtant, il a failli jouer pour Oviedo. Il avait même signé, on est en sélection juvénile, des Asturies. Un dirigeant du Sporting vient me voir, il faut convaincre Luis de venir chez nous. Je demande à Luis s'il me confirme qu'il a signé à Oviedo, mais qu'il va essayer. Les gens d'Oviedo se sont très bien comportés. Aujourd'hui, ce serait impensable qu'un gamin qui s'est engagé à Oviedo soit libéré pour aller au Sporting. C'est comme PSG OM, on se déteste. Il avait dû attendre que son père rentre du travail à 1h du matin pour signer son contrat. Donc on voit Luis Enrique, hein, il a joué avec de gros joueurs du côté de FC Barcelone. Hein, on voit la photo. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous la voyez aussi. Alors qui est-ce que je reconnais? Ben, il y a Rivaldo évidemment. Il y a... qui est-ce qu'on a? Premier en partant de la gauche. D'accord, donc Abelardo, c'est le chauve qui est juste à gauche, qui a joué du coup avec lui au Barça. Euh, J'ai un doute si c'est pas... Non, Saviola, ça me paraît un peu jeune, quoique au Barça, c'est possible. On a le jeune Carles Puyol, le jeune Xavi Hernandez. Et après, le reste, j'avoue que j'ai du mal à les reconnaître, hormis Rivaldo. Lui, il me semble, en bas à droite, en bas, le deuxième à gauche, il me semble que c'est un Hollandais, mais j'ai un doute sur cette équipe. Il faudrait que je trouve la photo. Donc, êtes-vous toujours des fans du Sporting? Et comment? Avec son frère, on allait au Molinone depuis tout petit, on se mettait avec les ultras sous les fumigènes et les drapeaux. On avait le club dans le cœur, alors jouer pour lui était un rêve. Il y a quelques années, Louis m'a lancé.
Viens, on rachète le club, j'entraîne l'équipe et tu prends un poste à la direction. Il parlait d'entrer au capital, je lui ai répondu que je n'avais pas les millions. Il est attaché à ses racines, ses enfants ont tous des prénoms asturiens. L'entraîneur, jamais vu Dembélé pressé comme l'an dernier. Luis Enrique dit souvent qu'il veut marquer l'histoire. Ça lui tient à cœur? Son intention depuis ses débuts comme coach au Barça B a toujours été d'imposer sa philosophie, d'atteindre son idéal de jeu. À l'époque, il était focalisé sur l'utilisation du ballon, mais il est très bon dans le jeu sans ballon. C'est un entraîneur moderne, le meilleur aujourd'hui selon moi. Les grands coachs font progresser les joueurs. Je n'ai jamais vu Dembélé pressé au Barça comme il le faisait l'an dernier. Vitinha est devenu extraordinaire. Fabian Ruiz n'est pas le même qu'à ses débuts. Et William Pacho et Marquinhos, trois petits points, donc en gros, n'en parlons pas. En quoi le joueur qu'il était se retrouve-t-il dans le coach qu'il est devenu? Il a débuté avant-centre, mais à part gardien et défenseur central, il a joué partout. Donc il connaît, il était super complet, agile, moderne, dans le sens où il était adroit des deux pieds, il pouvait dribbler intérieur comme extérieur. Un redoutable finisseur, très bon de la tête, et il faisait attention à tout. Nourriture, discipline, il a toujours été méthodique et pro. Salut à Gara qui est présent dans le chat, désolé si le message date un peu. Je suis à fond sur cet article sur la genèse de Luis Enrique, le coach. Donc je regarde pas forcément le chat. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon début de semaine. Et, euh, et donc, bienvenue une nouvelle fois sur ce live, mon ami. Comment s'est-il construit son obsession du pressing, par exemple? Il la tient de Louis Van Gaal. Dans sa philosophie, il tient un peu de Van Gaal. Oui, il nous demandait ça, d'être agressif, de défendre haut, presser fort à la perte. Quand tu as des joueurs comme Gvara, Dembélé, Doué, Barcola, à la fois techniques et verticaux, et récupérer haut permet d'aller vite vers le but adverse. Luis a toujours voulu ça dans ses équipes. Au Barça, c'était plus difficile, mais Neymar pressé, Suarez encore plus. Messi, c'était autre chose. Il te faisait la différence. Il s'est entouré de Rakitic, Busquets, Iniesta pour mettre son style en œuvre. A-t-il évolué avec le temps? Tout entraîneur évolue. Son Barça était différent. En plus du jeu de position, il avait mis de la transition. Il sait s'adapter aux joueurs qu'il a au foot moderne. Puis il a construit ce PSG avec Luis Campos. Il a pu amener les profils qu'il voulait. Il a développé cette équipe. J'adore ce PSG. Aujourd'hui, je le place au-dessus avec le Bayern. Comment est-il perçu à Barcelone? Il y a eu beaucoup de débats sur le style avec ce jeu plus vertical. Il est idolâtré, mais il l'était déjà comme joueur. Comme coach, il a été une figure marquante. Il s'est adapté à l'effectif. Le Barça est un club particulier depuis Cruyff. Mais regardez Flick tout en gardant les fondamentaux de possession avec Lamine Yamal ou Rafinha, il est une équipe de plus en plus forte en transition. Je peux vous assurer qu'après Flick, qui fait du bon boulot, les gens seraient ravis que Luis revienne à Barcelone. On lui reproche parfois d'être dogmatique. Quelle part laisse-t-il à l'intuition, à la créativité de ses joueurs? En tant que coach, tu dois demander des choses à tes joueurs et Luis est très direct. Il peut dire lors du briefing vidéo: regarde, tu devais faire ça et tu ne l'as pas fait. Parfois, on te catalogue de dogmatique parce que tu veux les choses comme ça et pas autrement. Prenons Liverpool, Luis va dire: quand ils ont le ballon, Florian Wirtz fait ça sans ballon. Ils pressent comme ça, voilà comment on va les prendre. Quand les joueurs se rendent compte que ce que l'entraîneur explique se réalise, cela renforce la confiance réciproque. Ça, c'est que de la logique, hein. Vous voulez dire qu'il faut juger sur pièce. Depuis qu'il est arrivé, le PSG a gagné la 1 et des titres de champion de France sans discussion. En développant un style qui fascine dans le monde entier, je ne sais pas s'il est dogmatique, mais il ne change rien. Le PSG est l'avenir, je le vois rester sur de nombreuses années à Paris. À Paris, on lui a donné la liberté de bâtir son projet de jeu. Est-ce important? Très, au Barça, il a fait de belles choses, surtout l'année du triplé. Mais tu es à l'aise quand tu es soutenu par tes dirigeants, que tu as cette liberté. Louis a beaucoup de pression, c'est normal, mais il est très bien à Paris, en confiance. Je ne sais pas s'il rêve d'aller un jour en première ligue, en tout cas, je le vois rester de nombreuses années au PSG. Louis est loyal, il a toujours été bien traité. Alors il veut rendre l'appareil. Sa famille est très importante, le fait que Barcelone soit proche aide. Ce PSG sans star est-il le plus proche de son idéal de jeu dont vous parliez? Tout à fait, cette équipe reflète sa vision du foot. Le PSG la met en scène collectivement, comme tout entraîneur, il souffre, mais il savoure aussi sur certains matchs, car cette équipe reflète vraiment ce qu'il attend. Bon, l'interview, elle est hyper longue par contre. Euh, Ce qu'il attend, ok. C'est bientôt fini. Il ne s'est pas posé de questions pour venir en Ligue 1. C'est aussi un défi, comme le PSG gagne toujours, les gens pensent que c'est facile, mais ça joue bien, il y a des équipes physiques. Lance l'OM, Monaco, Lille et la sélection. Je pense qu'il a dit qu'il viendrait si on le laissait faire. Par exemple,
C'était une sacrée décision de dire qu'il ne voulait plus de Neymar. L'année d'après, tout le monde pensait que sans Mbappé, le PSG allait avoir du mal. Luis a considéré que s'il s'en allait, ce n'était pas un problème, son équipe serait meilleure et il l'a prouvé. En tant qu'entraîneur, il a quasiment tout gagné. Qu'est-ce qui le pousse encore? C'est quelqu'un d'ambitieux et il ne se lasse jamais. Je pense qu'il veut entrer dans l'histoire du foot et il va y arriver. Être l'un des joueurs, voire le meilleur, être l'un des meilleurs, voire le meilleur, il veut pouvoir dire voici ma trace. Il a déjà 2 Ligues des Champions, il est capable d'en gagner 4 ou 5. Cela peut être son défi. Il a réalisé un gros truc en offrant ce premier titre au PSG et il l'a fait avec un style par la grande porte en infligeant une correction à l'Inter. Après avoir éliminé 3 cadors anglais, ce n'est pas une C1 remportée à l'arraché au tir au but. L'homme, Louis, se dit les choses en face. Ceux qui le connaissent disent qu'il y a un décalage entre son image au public et son comportement en privé. C'est un grand blagueur. Quand je le vois en conf de presse, à sa réaction à une question, je me dis, ouille, là, il n'a pas aimé. S'il était déjà comme ça avant, la tragédie vécue avec sa fille lui a fait relativiser les choses. Il ne s'en fiche pas, mais presque. On a l'impression qu'il voit les médias comme des ennemis. Déjà, il supprimerait les confs de presse, c'est sûr. Il aime le foot en soi, l'entraînement, les matchs, le reste. Certains journalistes posent des questions sur tout sauf le foot. Tu affrontes le Betis, on te dit que pensez-vous de telles déclarations de Vinicius? Je ne pense pas qu'il vous voit comme des ennemis, j'ai l'impression qu'il s'emporte surtout contre la presse espagnole et la vérité est qu'il a été très critiqué pendant sa première saison. C'est quelqu'un d'intelligent, il ne saisit pas l'intérêt d'une presse non partisane, libre de ses jugements. Un coach voit le foot différemment. Prenez le match contre le Sporting Portugal, ils doivent gagner 6-1 et à l'arrivée, ils perdent 2 buts à 1. Un journaliste va demander pourquoi avez-vous fait tel changement. Louis se dit: tu ne sais pas comment j'ai travaillé, quel est mon plan, je n'avais pas envie de te dire. Ça l'énerve. La plupart des entraîneurs font bonne figure. Louis se dit les choses en face, pas qu'aux journalistes. On s'est souvent disputé sur le terrain. Pitou, tu dois anticiper, faire ci ou ça. Et moi, fous-moi la paix, occupe-toi de tes affaires. J'aime ça, il n'est pas fourbe. Il avait l'image d'un joueur impulsif. Il n'est pas comme ça, il a toujours été très réfléchi. Au Barça, il lisait beaucoup, pareil. Dans sa construction de joueur, très jeune, il s'est dit que s'il voulait devenir pro, il devait changer son physique. Il a façonné son corps, pris soin de son alimentation, c'est banal aujourd'hui, mais il y a 30 ans, ce n'était pas courant. Tout jeune, Louis a été discipliné. Si on sortait, il m'arrivait de prendre une bière. Lui, je ne me rappelle pas l'avoir vu boire de l'alcool. Dans le même ordre d'idées, d'où lui vient ce goût de l'effort. Il a toujours eu, regardez comme il est affûté, vers notre fin de carrière, il me disait: «Quand on aura raccroché, on ira faire des triathlons, tout ça». Je lui répondais: «De quoi tu me parles?» Physiquement, il a toujours eu des capacités incroyables. C'était l'un des seuls avec Sergi, ancien arrière-gauche du Barça, à adorer la prépa d'avant-saison. Moi, je souffrais comme un chien. Lui, il adorait et il était impressionnant. À l'époque, on n'avait pas toutes les datas, mais les siennes devaient être dingues. C'est un homme de défi. Bah, c'est une très bonne phrase pour finir cette interview sur l'ami de Luis Enrique pour décrire le coach, l'homme qu'il est. Et je trouve ça très intéressant. Euh, Si vous avez écouté l'interview en entier ou juste des brefs passages, dites-moi ce que vous pensez de cette interview. Est-ce que vous avez une meilleure compréhension du coach Enrique? Et qu'est-ce que vous pensez, tout simplement? Alors, honnêtement, comment dire du négatif sur Luis Enrique, sachant qu'il a ramené la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, eux qui l'attendaient depuis des années. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le coach Luis Enrique? Sinon, on va continuer, hein. Derrière le choc PSG Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions se joue aussi une bataille des institutions. Alors la question des institutions, elle s'est longtemps posée du côté du Paris Saint-Germain quand on faisait passer les stars avant le blason. On se souvient avec Neymar, ça commençait à Neymar, mais Ibrahimovic précédemment. Enfin, c'était plutôt le joueur avant le club. Ça a changé. Au fil du temps, avec Luis Enrique, on dit, hein, il n'y a plus forcément de stars du côté du Bayern, du Paris Saint-Germain.
Du côté du Bayern, on sent que ça a toujours été une très grosse institution. C'est jamais un club qui a mis, alors peut-être un peu plus récemment, mais qui a jamais mis des millions et des millions pour recruter des joueurs stars. Euh, et on sent que toutes les stars sont souvent rentrées dans le moule Bayern et ce n'était pas l'inverse. Donc on va en parler dans cet article, un article de Emriten, Loïc Tanzi et Alexis Menug. Alors, derrière le choc PSG-Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions se joue aussi une bataille des institutions. Longtemps considéré comme un modèle, le Bayern a semblé vaciller en coulisses ces dernières saisons, pendant que le PSG, lui, se structurait. Le choc entre les deux équipes mardi soir au Parc des Princes en demi-finale allée de la Ligue des Champions arbitrera aussi ce duel entre ces deux institutions. Le Bayern qui a semblé vaciller en coulisses, ça donne une assez, image négative du Bayern. C'est vrai qu'il y a eu un peu de remue-ménage, mais comme tout club de foot, de là à dire vaciller, je trouve le mot, peut-être légèrement fort. Je sais pas lequel j'aurais utilisé, mais peut-être pas vaciller. Et si la grandeur d'une institution se mesurait à cette sensation, savoir exactement où l'on met les pieds de la Sabener Strasse au campus de Poissy, c'est le précepte qui guide le Bayern et le PSG avec des temporalités différentes, presque inversées pour atteindre ce modèle et le faire durer. À mon époque, j'avais Oliver Kahn, Vicente Lizarazu et Michael Ballack comme équipiers, Franz Beckenbauer en tant que président du conseil de surveillance, Karl-Heinz Rummenigge comme président et Uli Hoeneß comme directeur général des sports, se souvient Valérien Ismaël, 2 saisons et demie sous le maillot bavarois de 2005 à janvier 2008. Du jardinier à la secrétaire, l'exigence d'excellence était partout. Pendant que le PSG s'attachait à construire un cadre et structurer son fonctionnement avec en point d'orgue son sacre en Ligue des Champions en mai dernier, le modèle bavarois a paradoxalement semblé s'effriter ces dernières saisons sous l'effet de différents courants de pensée. L'éviction de Julian Nagelsmann au printemps 2023 est la parenthèse Thomas Tuchel. Notamment ont dessiné en coulisses un paysage moins linéaire dans lequel des figures historiques comme Honest ou Rummenigge continuaient d'exercer leur influence. Toujours membre du conseil de surveillance et président d'honneur du club, le premier notamment manœuvre régulièrement en sous-marin sans se départir d'une liberté de parole lorsqu'il est invité à s'exprimer il y a 10 jours dans le podcast du gouvernement de Bavière, Auf eine weiße blaue Tasse, autour d'une tasse blanche et bleue, avec le ministre-président Markus Söder. Il a par exemple confié son désir de voir le gardien Manuel Neuer prolonger son contrat qui expire en juin prochain. C'est mieux quand même, moins fouillé, plus fluide, souligne un familier du club bavarois. Au niveau du scouting, par exemple, Nils Schmatke, directeur du recrutement, et Christophe Kress, responsable du recrutement, font les rendez-vous. Au-dessus, on est aussi revenu à un fonctionnement plus logique avec Max Eberl, directeur général des sports, et Christophe Freund, directeur sportif. Deux dirigeants de Red Bull habitués à travailler ensemble, peut-être que la présence de Vincent Compagnie n'y est pas non plus étrangère. Nommé en mai 2024 en remplacement de Tuchel, le Belge, 40 ans, il est vrai, a ramené une certaine stabilité en coulisses après des mois de bataille interne dans un club autrefois surnommé le FC Hollywood. Au PSG, Luis Enrique a tout changé. Au PSG, l'effet Luis Enrique a aussi été perceptible avec un virage à 180 degrés opéré sur le terrain et en dehors dès son arrivée en 2023. L'Espagnol a tout changé dans l'organisation de l'équipe première en ayant eu carte blanche des actionnaires. Il place le collectif et le club au-dessus de tous les intérêts individuels et rien ne se décide sans son aval. Le mérite de l'entraîneur, c'est d'avoir réussi à donner une vraie identité à cette équipe avec une façon de jouer très claire. Celui du conseiller sportif, Luis Campos, de lui avoir ramené les joueurs, et celui du président, Nasser Al-Khelaifi, de leur avoir donné sa confiance, schématise-t-on, au club. Le retour à un certain ordre aurait-il été possible si le PSG n'avait pas également mis fin à sa politique de star? Lors de sa première année, lorsque Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé étaient encore là, Luis Campos avait dû batailler contre une discipline beaucoup trop aléatoire. Pêle-mêle des horaires d'entraînement qui pouvaient fluctuer en fonction des désidératas de certains joueurs, des retards trop fréquents et une hygiène de vie parfois discutable. La sanction la plus spectaculaire avait été prise à l'encontre de Messi. L'Argentin avait été suspendu 2 semaines pour s'être rendu en Arabie Saoudite sans l'autorisation du club. Sous la contrainte des plus hautes sphères du club, il avait fini par présenter ses excuses sur ses réseaux sociaux.
Même intransigeance au Bayern, où Michael Olise a écopé en janvier d'une amende estimée à 12 000 euros pour être arrivé au siège du club avec 6 minutes de retard, prenant même son temps pour signer quelques autographes. À l'approche des semaines les plus importantes de la saison, juste avant la dernière trêve internationale, les dirigeants et le staff technique bavarois ont s'était sensibilisés leurs joueurs en renforçant les mesures de discipline, insistant surtout sur la ponctualité. Depuis, aucun joueur n'est arrivé en retard, que ce soit en entraînement ou lors d'une séance vidéo. Au PSG, la principale interrogation consiste à savoir dans quelle mesure le cadre mis en place survivra à Luis Enrique. La future prolongation de l'Asturien jusqu'en 2030 semble a priori remettre la question à plus tard. Je pensais qu'on rentrerait plus dans l'historique hein, du Bayern Munich ou du PSG, mais bon, c'était à demi intéressant au final. Cet article. Le PSG est un club jeune et plus d'une vingtaine de clubs ont déjà gagné la C1. S'ils en regagnent une, ils pourront entrer dans le top 10 palmarès européen. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, qu'ils grandissent après, on verra. On peut comparer le Bayern au Real, mais pas au PSG. Ah, ah, bonne question ça. Est-ce que si le PSG remporte deux Ligues des Champions d'affilée, il rentre dans le top 10 européen de l'histoire des clubs? Alors ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on arriverait à y répondre à cette question? Top 10 des clubs européens si le PSG gagne 2 fois la Ligue des Champions dans l'histoire? Hmm. Et en vrai, c'est une vraie bonne question à se poser, ça. On aurait le Real en tant que numéro un. Après, on aurait le Bayern. Real, Bayern, Barça. On peut mettre le Milan AC aussi. Liverpool. Déjà, qui a plusieurs Ligues des Champions? On va aller sur la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Ah, c'est une bonne question quand même, ça. Palmarès. Donc là, on a dit Real, Barça, Bayern, Milan AC, Liverpool, l'Inter, Manchester United. Alors, salut Néné, j'espère que tu vas bien, mon ami. Bon, on se posait une question, on était sur un article sur des questions d'institution entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. On parle évidemment du match de ce soir. Mais on était en train de se poser, enfin, j'étais en train de me poser une question. Euh, Oui, bonne nouvelle, t'as vu Vitinha de retour, il serait titulaire, Luis Enrique l'a dit. Oui, effectivement, on en a parlé, effectivement, que Vitinha serait bien présent ce soir. La question, ça serait entre Fabien Ruiz et Zahir Emery plutôt pour le poste de titulaire. Mais la question qu'on se posait, c'était est-ce que si le Paris Saint-Germain gagne 2 fois la Ligue des Champions, il rentre dans le top 10 de l'histoire des clubs européens? On était déjà sur 5-6 clubs. Est-ce que le PSG rentrerait là-dedans? Je fais des paris, pas forcément, je ne fais pas forcément de paris. En tout cas, j'en fais très rarement de mon côté, je les mets pas, je n'en pars pas en live. Si c'est la question en live ou en vidéo, hein. Évidemment, pour ceux qui parient, on fait extrêmement attention. On ne met pas le PEL, on ne met pas la maison, on ne met pas, j'en sais rien, les études de vos gosses dans des paris sportifs à la con. Real 1, le Bayern 2, Barça 3, Milan 4, Liverpool. Le PSG 5, 6e, Manchester United 7, l'Inter 8, City. Waouh! Waouh, 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 il est catastrophique le top 10 là. On est sur l'histoire. On est sur l'histoire de la Ligue des Champions quand même. Enfin, l'histoire des clubs européens. On nous a mis le Paris Saint-Germain 5e devant Manchester United. Je peux pas entendre ça, hein. Sur l'histoire, hein, pas actuellement, hein. PSG 5. Waouh, quand même. Oui, je pense qu'on rentrerait dans le top 10 parce que c'est dur de faire le back-to-back. C'est pas faux. Le fait que si le Paris Saint-Germain. Non, le PSG 6. Ouais, pareil. PSG 6, United 7. L'Ajax. Donc on est Real, Bayern, Barça, Milan, Liverpool.
Inter, l'Ajax. L'Ajax en a 3, hein, je crois. Non, l'Ajax en a qu'une seule. Ouais, j'ai de la merde. Non, l'Ajax en a, oui, voilà, on a pas mal. 3, 4 même, hein. 4. Donc on aurait l'Ajax. Donc ça fait Real, Bayern, Barça, Milan AC, Liverpool, Inter, Ajax, Manchester United en a 2, sachant qu'elle a fait 2 triplés à chaque fois. Sachant que là, le Paris Saint-Germain, bon, ils font le back-to-back, mais ils gagneraient pas le triplé, ça serait dommage. Qui est-ce qu'on peut désigner? Est-ce que Chelsea, qui en a 2, rentre dans ce top 10? Je j'irai pas forcément sur Chelsea. Après, il faut revenir dans les trucs historiques, hein. Euh, Palmarès par club. Milan c'est 7, Bayern 6, Liverpool 6, l'Ajax, l'Inter, Manchester United. Ah, Manchester United en a 3, je suis un malade. Bah, le Manchester United, ça rentre, du coup. On a 8. Et après, du coup, la discussion avec la discussion avec le Paris Saint-Germain, ça serait autour de. Ouais, on parle de la Coupe des clubs champions. D'accord, ok. Ça serait la Juve, Chelsea, Porto. Alors, on mêle hein, Coupe des clubs champions et Ligue des champions, évidemment, les amis, hein. Ah ouais, peut-être que le PSG, au final, s'ils en gagnent 2 d'affilée, ils rentreraient quand même dans ce top 10, hein. Benfica en a 2 aussi, de Coupe des clubs champions. Ah, possiblement, ça rentre dans le top 10, hein, quand même, Paris. Ça rentre border top 10, mais je pense que ça rentre quand même. Ouais, parce qu'à partir du moment où tu l'as gagné, tu vois, par exemple l'Atlético, ils ont 3 finales perdues. Pense quoi des rumeurs sur Yann Diomandé transfert soit Liverpool, soit Manchester United? Bah, Yann Diomandé, c'est plutôt un bon joueur, hein, c'est bien l'Ivoirien de Leipzig. Euh, Honnêtement, c'est un très bon joueur, Yann Diomandé. Moi, j'avais bien kiffé sa canne. Alors, avec Leipzig, je l'ai peut-être un peu moins joué, mais à chaque fois, je vois qu'il stat. Donc, ça serait intéressant. Après, c'est toujours pareil. À quel prix tu vas le payer si tu poses encore, je sais pas, 100 millions ou 70 millions sur Yann Diomandé? Est-ce que réellement il les vaut? Est-ce que ça, c'est pas un peu surpayé? On sait que récemment, Manchester United et Liverpool, pour le coup, la saison dernière, ils ont envoyé des sacrées sommes. Mais bon, c'est plutôt un bon joueur. Après, est-ce que forcément à Manchester United, tu as besoin d'un Yann Diomandé? Je sais pas. C'est peut-être pas à ce poste que je chercherais à recruter fort du côté de Manchester. Du côté de Liverpool aussi. Quoique s'il peut jouer à droite, ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il est c'est plutôt un joueur à gauche. C'est une bonne question. J'avoue que honnêtement, j'ai pas la réponse. Faudrait voir à quel prix surtout. Euh, tu achètes Yann Diomandé. Si on continue sur ce PSG Bayern après avoir fait notre top 10 des clubs européens, dites-moi hein, votre top 10, ça m'intéresse, hein. J'ai vu des Manchester City, ça je peux pas l'entendre par contre. C'est Manchester City 9, je peux pas. Vincent Compagnie avant PSG Bayern, et il y a une espèce d'orage qui se présente. Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, ne cache pas son excitation à la perspective de la demi-finale allée de la Ligue des Champions entre le PSG et son équipe, ce mardi soir au Parc des Princes. Ce mardi, vous serez suspendu contre le PSG. Où allez-vous suivre le match? Connaissez-vous cette histoire de José Mourinho qui avait suivi un match caché dans un panier à linge?
Je fais 1,92 m, je ne peux pas rentrer dans un panier à linge. Un entraîneur peut entraîner sans être sur le banc. Ma première année de coach, j'étais joueur-entraîneur, j'étais souvent blessé. Et quand tu es blessé, tu ne peux pas te mettre sur le banc de touche. J'ai donc regardé beaucoup de matchs dans les tribunes. Malheureusement, j'ai une certaine expérience en la matière. Je serai assis quelque part dans le stade. Je ne sais pas comment ça va se passer. Comment je pourrais intervenir pour soutenir l'équipe. Est-ce une finale avant l'heure? Non, il y a 4 équipes et les 4 ont le droit de croire qu'ils peuvent remporter cette Ligue des Champions. Au niveau des idées de jeu, on a une confrontation absolument brutale. On a la même ambition d'empêcher l'équipe adverse de développer son jeu. Il y a une espèce d'orage qui se présente. On ne sait pas comment ça va se passer car la qualité des joueurs est tellement grande. Les attaquants du PSG sont difficiles à suivre dans leurs déplacements. Comment défend-on face à eux? Je peux retourner la question. Que fait-on de nos attaquants alors? Ce sont deux équipes avec beaucoup de créativité dans les déplacements, la capacité d'élimination un contre un, de trouver des espaces. Il n'y a pas de baguette magique, c'est une question de détail. On s'affronte pour la quatrième fois maintenant, donc on a un peu l'expérience de jouer l'un contre l'autre. Ils ont les mêmes problèmes à résoudre que nous, c'est une équipe dangereuse dans toutes les phases, mais on a nos idées. Vous l'avez dit, c'est la quatrième fois que vous les affrontez. Avez-vous vu une évolution dans leur jeu? Dans leur équipe, pardon. Toujours. Et j'espère que c'est pareil pour nous. Si on donne le temps aux entraîneurs, il y aura toujours une évolution. Son équipe traverse une évolution naturelle car elle était très jeune. Les doués Barcola et les autres, c'est comme pour Olysée, s'ils affichaient la bonne mentalité, ils allaient devenir meilleurs. Et ça fait évoluer l'équipe peut-être encore plus rapidement. Votre équipe a inscrit autant de buts que la meilleure saison du trio Messi, Neymar, Suarez avec le Barça. Et si vous marquez encore 15 buts d'ici la fin de saison, vous pourriez battre le record du 21e siècle. Cela vous inspire quoi? C'est d'abord la qualité des joueurs. On peut parler de philosophie de jeu, etc. Mais il faut des joueurs capables de mettre la balle au fond. Ces joueurs font la qualité et la fin de continuer à chaque match. C'est comme ça qu'on atteint de tels chiffres. Mon rôle est de les encourager à poursuivre dans cette voie. Pour un club comme le Bayern, tu ne peux pas séparer marquer des buts et le club. Ça fait partie de son ADN comme le Barça. Mais le plus important est de soulever le trophée. On y croit car on sait qu'on peut marquer. Le travail de fond a été fait par Luis Enrique. Luis Enrique a été élogieux sur votre travail. Que pensez-vous du sien? Il fait un travail formidable. Si vous repensez à la conf de presse de notre premier match, on les avait battus et j'ai vu une masse de journalistes qui se ruaient sur lui avec une envie presque sanguinaire. Pourtant, j'avais trouvé que ce qu'il avait produit était exceptionnel. Il transmettait un message. Je n'ai pas été surpris de les voir soulever la Ligue des Champions ensuite. Le travail de fond a été fait par Luis Enrique. Le message est euh, celui d'une communion totale que tous les joueurs courent, se battent et il le fait avec chaque équipe qui l'entraîne. Pour nous, c'est un défi comme on les aime car on veut se mesurer au meilleur. Luis Enrique disait que cette confrontation ne serait peut-être pas aussi ouverte qu'on peut le penser. Honnêtement, je ne sais pas, ça dépend de la mise en place du PSG et de ce qu'on a aussi en tête. Mais on va savoir très vite, je serais quand même surpris de voir un match complètement fermé. Il a aussi expliqué que votre équipe était plus régulière, mais que le PSG était la meilleure équipe. Qu'en pensez-vous? Pour moi, l'équipe qui gagne la Ligue des Champions peut s'adjuger tous les titres. J'espère pouvoir dire la même chose la saison prochaine. On est là pour s'attaquer à la couronne du PSG. Toutes les louanges sont méritées. On a envie de ça. Demain, ce sera une première confrontation, mais il y en aura une autre à Munich. Karl-Heinz Rummenigge a déclaré que Michael Olise était intransférable. Qu'en pensez-vous? Je ne commente pas les annonces des dirigeants, mais si vous me demandez mon avis sur Michael, il ne faut pas oublier que c'est sa première demi-finale de Ligue des Champions. Ça fait que 2 ans qu'il évolue au plus haut niveau, il peut encore évoluer. Je vois dans sa mentalité à l'entraînement qu'il peut encore s'améliorer, et ça c'est impressionnant. Pour avoir travaillé avec Kevin De Bruyne, il y a cet aspect obsessionnel pour le détail. Il s'amuse, mais dans les moments de travail, il est très sérieux. Voilà les mots de Vincent Compagnie qui sera suspendu, hein. Lors de ce match qui sera en tribune. Mais il était bien présent en conférence de presse. On va parler aussi des mots de Luis Enrique sur la hiérarchie des milieux de terrain du PSG, qui est de nouveau en question avec le retour de Fabien Ruiz. Donc sur la question, tu penses qu'il va aller dans quel club? Diomandé, Liverpool ou Manchester United? Honnêtement, si je devais répondre, j'en ai aucune idée, mais si je dois te donner un club, je vais dire Manchester United. Peut-être que, je sais pas, une affiliation avec Amad Diallo pourrait le convaincre de signer à Manchester United. Faudra voir aussi le classement à la fin de saison. Si Manchester finit podium, ça sera mieux que Liverpool, même si je crois qu'au final, ils seront, quoi qu'il arrive, en Ligue des Champions, que tu sois troisième ou cinquième.
Mais peut-être peut-être Manchester United. On voit que c'est une nouvelle construction, que le club va un peu mieux. Liverpool, ça a été compliqué. Il y a beaucoup de concurrence en attaque aussi, même s'il y a le départ de Mohamed Salah. Donc à voir, mais ouais, j'irais plus Yann Diomandé du côté de Man U. On continue la hiérarchie du milieu de terrain du PSG, de nouveau en question avec le retour de Fabian Ruiz. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions sur ce match, sur des affirmations, j'en sais rien, peu importe, ou même sur autre chose, hein, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat Twitch et TikTok. On essayera d'y répondre, mais là c'est vrai qu'on est full focus sur ce match entre le PSG. Après on a d'autres choses, d'autres sujets, mais ça va être, c'est très intéressant d'en parler. Franchement, je pense que là, il n'a pas trop parlé compagnie et je pense qu'il va perdre. Allez. Oui. Franchement, je pense que là, il n'a pas trop parlé compagnie et je pense qu'il va perdre. Allez. Oui, effectivement, Vincent Compagnie, il a pas forcément parlé. Mais moi, je suis pas persuadé que le Bayern va perdre ce match. Je vois plus un match nul que vraiment. Je vois pas, en fait, je vois pas le Bayern Munich perdre. Donc, je resterai plutôt sur un match nul entre ces deux équipes au Parc des Princes. Après, je dis pas que la victoire du Paris Saint-Germain est impossible, euh, mais je suis plus, j'ai plus une vision du Bayern. Sur le score, j'irais un partout. Si on est sur un match nul, ouais, un partout, ça me semble plutôt correct. Dites-moi, hein, dites-moi vos pronos dans les commentaires, hein, et le score aussi. Ça m'intéresse, quel est l'avis un peu général. Donc là, c'est les mots de Luis Enrique en conférence de presse. Demain, ce sera la loterie. Je ferai comme ça. Tout le monde est prêt. Je suis très content. N'importe quel que soit le joueur, tout le monde est prêt. Et ça représente que demain, je ferai comme d'habitude. C'est que je pense que ce sont les meilleurs joueurs pour démarrer les matchs. Mais fais attention que pour gagner cette demi-finale, on va avoir besoin de tous les joueurs qui peuvent jouer. Et dans ce cas-là, je pense qu'on est plus que prêt. Voilà, hein, très confiant Luis Enrique avant cette confrontation. Le retour de Fabien Ruiz pose à court terme la question immuable. Hop là. La question immuable depuis 3 mois de la hiérarchie au milieu pour le PSG qui affronte ce mardi le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Quand il n'y a pas de blessés, les choix de Luis Enrique sont relativement prévisibles en Ligue des Champions. Dans la seconde partie de saison dernière, à partir du moment où Fabien Ruiz et Désiré Doué avaient pris le pas sur Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Son équipe de départ en Ligue des Champions était connue. Face à Liverpool en quart de finale pour la première fois de la saison, et alors que Ruiz était le seul titulaire potentiel à l'infirmerie, il a même aligné 2 fois de suite le même 11 qui reste favori pour affronter le Bayern Munich ce mardi soir en demi-finale aller. Le PSG est si stable qu'un an après, à condition que Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes soient en état de jouer, la concurrence concerne exactement les mêmes postes et les mêmes joueurs. Il est vrai que la dite concurrence a été assez peu nourrie par le recrutement de l'été dernier, alors que la gestion respective de Barcola et de Doué samedi à Angers suggère que le second sera titulaire ce soir. PSG Bayern va relancer officiellement la bataille du milieu de terrain. Luis Enrique n'a pas tranché. Fabien Ruiz s'est préparé progressivement à revenir en jouant 28 minutes face à Lyon, 30 minutes devant Nantes et la première période à Angers en l'espace de 8 jours. Mais cela ne dit ni s'il est totalement prêt pour un tel rendez-vous, ni si Luis Enrique est déjà enclin à remettre en cause le trio qui s'est qualifié face à Liverpool. Historiquement, on allait dire par habitude, c'est Zaïre Emery qui paraît le plus menacé par le retour de Ruiz, qui a un profil différent, plus d'influence offensive et un pied gauche qui permet au PSG de varier ses options et ses angles de passe au milieu.
Mais en l'état, à rendre immédiatement sa place à un joueur qui a reculé le moment de son retour pendant aussi longtemps et qui ne revient que pour le meilleur de la saison, aux dépens d'un autre qui a assumé 40 titularisations d'affilée dans des moments difficiles et qui a été très performant, serait une cruauté et un message au groupe qui ne ressemble pas follement à Luis Enrique. Même si rappeler à son groupe que ce monde est très cruel en avril-mai, et aussi un mode de management. Pardon, désolé, je bégaye beaucoup. Il est possible de fait que Ruiz attende encore un match ou deux pour retrouver sa place après avoir prévenu qu'il ne donnerait aucune indication. Luis Enrique a tenu sa promesse hier au moment d'être interrogé sur son choix au milieu. Ce sera la loterie, mais attention, on va avoir besoin de tous les joueurs qui peuvent jouer. En général, le quatrième milieu et le quatrième attaquant au moins sont sûrs d'entrer en jeu. Remettre Ruiz titulaire en LDC face au Bayern, ça paraît risqué, mais ça sera toujours la meilleure équipe qui aura la priorité. Les états d'âme n'ont pas lieu d'être. Warren Zaïre-Emery doit sa place à son travail, mais aussi il ne faut pas oublier à la blessure de Ruiz et Hakimi. Intéressant. Ouf, c'est très long ça. C'est qui a... Fin des succès accumulés depuis 2025 et d'un style rancunier et admiré, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG qui affronte le Bayern Munich mardi. Ah, t'es en train de... Qu'est-ce que dit, pardon? Pardon. Moi, je dis 3-1 pour Paris. D'accord, bon, on sait qu'on voit les supporters du Paris Saint-Germain. Si tu mets Ruiz, ça se fait pas pour Zahir. Et il fait du bon travail, mais comme c'est Ruiz, tu le remets sur le banc. Ouais, moi je serais plus en plus, je sais pas si Fabien Ruiz est totalement revenu. Moi je regarde pas le match de Bundesliga ni les matchs de Ligue 1. Honnêtement, il est revenu assez récemment, Fabien Ruiz. Je sais pas, honnêtement, si tu le remets titulaire face à une équipe comme le Bayern, à voir sa condition physique peut-être pour le match retour, mais là, sur le match aller, je suis pas convaincu non plus de le remettre. Après, ça peut être un choix, on sait ce qu'il apporte, hein, je le trouve hyper important dans ce milieu de terrain. Mais bon, comme on l'a dit, Zaïre Emery a fait un taf assez incroyable avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, il est bon. C'est pas comme il faisait juste office de remplaçant. Il est très bon. Donc, ça serait très dur de le remettre sur le banc lors de ce match, hein. Moi, je préfère le laisser encore sur le banc. Il n'est pas encore à 100%. Voilà, je suis plutôt d'accord avec ça, moi. Bon, en tout cas, sur ce PSG Bayern, ça va être intéressant. On va un peu plus dériver de nos sujets. Alors, peut-être sur ça, découvrez le 11 du Bayern Munich au 21e siècle. Donc c'est le 11 de l'équipe qui a été fait pour cette équipe. Et après, on ira sur d'autres sujets que ce PSG Bayern. Bichente Lizarazu, Franck Ribéry, Robert Lewandowski. Vous avez été nombreux à élire votre 11 du Bayern Munich au 21e siècle dans le cadre d'une consultation sur le site L'équipe. En voici les résultats. Juste avant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, vous avez été plusieurs milliers à voter pour l'équipe type du club bavarois au XXIe siècle. Le scrutin a été serré concernant plusieurs postes, mais pas pour le gardien de but où Manuel Neuer devance nettement Oliver Kahn. Sur les côtés de la défense, Philippe Lam et Bichente Lizarazu sont eux aussi largement plébiscités. C'est en revanche bien plus serré concernant les défenseurs centraux. La charnière championne du monde en 2014 composée de Jérôme Boateng et Mats Hummels est finalement arrivé en tête, mais Daniel Van Buiten dans une moindre mesure. Dayo Upamecano et Lucho sont eux aussi souvent revenus dans vos suffrages. Les milieux défensifs ont eux aussi été départagés au milieu d'un écart minime. Bastian Schweinsteiger arrive confortablement en tête, mais derrière, Tony Kroos devance de peu Joshua Kimmich. Intéressant. Tony Kroos qui est devant Joshua Kimmich alors que il a pas fait si longtemps Tony Kroos dans cette équipe du Bayern. Moi, j'aurais peut-être mis Joshua Kimmich, je savais pas vu qu'il y avait un sondage comme ça. Il n'y a en revanche eu aucun débat concernant les trois milieux offensifs. Franck Ribéry, Arjen Robben, Thomas Müller, forts de leur titre et de leur longévité, sont plébiscités. Il en va de même en attaque où Robert Lewandowski surclasse Harry Kane et ses autres poursuivants.
Plutôt logique, hein, j'aurais mis. Alors, on va voir les choix qu'il y avait. Gardien de but, Manuel Neuer, Oliver Kahn. Défenseur droit, Philippe Lam, Willy Sagnol. Défenseurs centraux, Jérôme Boateng, Mathieu Metz, Daniel Van Buyten, Dayo Upamecano, Lucio, Samuel Koufour et Dante. Non, sur la charnière. Alors, sur la défense, j'aurais fait la même. J'aurais peut-être mis David Alaba devant Bichente Lizarazu quand même. Euh, Il y avait aussi Alfonso Davies. Au milieu de terrain, il y avait le choix entre Bastian Schweinsteiger, Tony Kroos. Ah, Tony Kroos, il a quand même fait 7 ans. Ah, mais Joshua Kimmich, il est quand même là depuis 2015. 2015, donc ça fait 11 ans. Xabi Alonso, Thiago Alcantara, Rafi Martinez. Ouais, j'aurais quand même mis Joshua Kimmich devant Tony Kroos. Milieu offensif, Franck Ribéry, Aren Robert, Thomas Müller, Michael Ballack, Mehmet Scholl, Kingsley Coman, Jamal Musiala. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas forcément de questions. Franck Ribéry est arrivé premier quand même. Devant Robben, devant Thomas Müller. Et en attaquant, Robert Lewandowski, Harry Kane, Jovan Elber, Mario Gomez, Claudio Pizarro. Ouais, Robert Lewandowski plutôt logiquement. Alors, non, ça discute là, j'avais pas fait attention. Moi, je préfère le. Ok, lui-même a dit à la mi-temps contre Angers, je suis pas encore à 100%. Mais je pense que Enrique va faire du taf et PSG va gagner 4-2. 4-2. Alors là, je veux bien voir ça, hein. Pardon, je voulais dire moi. Est-ce qu'on peut parler des rumeurs transferts? Des rumeurs transferts? Mais tu veux parler de quelles rumeurs? J'ai même pas fait. J'ai vu aucune rumeur transfert récemment là. Genre, si t'en as une en tête là, je veux bien, mais pour le coup, j'en ai pas de grosses rumeurs transfert comme ça là. On veut parler des rumeurs de transfert, hein. Bah vas-y, honnêtement, je t'écoute parce que là, pour le coup, je n'ai vu aucune rumeur assez intéressante pour vraiment me titiller. Parce qu'après, je suis juste fou, mais transfert et rumeurs. N'hésite pas, mon ami, hein, supporter Barça Manchester United, à nous dire quelles sont les rumeurs qui t'intéressent, parce que là, Jadon Sancho du côté du Bayern, de Dortmund, ok, Goretzka du côté du Milan AC, Alvarez à Barcelone, bon, on a déjà entendu parler. Sandro Tonali à Manchester United. Ah, mais c'était pour ça la question sur Diomandé à Liverpool, d'accord. Ouais. Ouais, non, honnêtement, les rumeurs transferts, à part si j'en trouve une intéressante sur la prochaine passe, sinon on va passer, hein, on en parlera peut-être un peu plus tard. En plus, j'ai pas de réponse forcément de ta part, donc je m'en tamponne. Alessandro Bastoni du côté du Barça. Sorloth au Milan AC. Vini qui quitte le Real, Diomandé, soit Manchester, soit Liverpool. Et on s'en fiche, on s'en fiche. Alisson du côté de la Juve. Vini qui quitte le Real, mais qui quitte le Real, on s'en fout, on s'en fout. Vini qui quitte le Real. Alors, on peut en discuter 30 secondes. Apparemment, si on gagne le PSG, la LDC, le PSG va pas mettre la deuxième étoile, c'est vrai ou pas? Nolo, c'est, à mon avis, ils referont pareil un maillot avec les deux étoiles. Après, s'ils n'ont pas voulu mettre la première, euh, pourquoi pas mettre la deuxième? Ça, c'est au choix du PSG, mais j'avoue que j'ai pas vu, j'en ai pas entendu parler. On verra s'il la gagne déjà. On va peut-être un peu trop vite en besogne. Et concernant Vinicius qui quitte le Real, bah, si Vinicius doit quitter le Real, je vois pas. Il y a aucune rumeur sur un autre club pour Vinicius Junior. La seule rumeur qui existe, c'est l'Arabie Saoudite. Et
Et honnêtement, j'y crois pas trop. À mon avis, on va rester encore sur un Kylian Mbappé, Vinicius Junior pour le Real la saison prochaine. Faudra juste trouver comment ils arrivent à s'accorder sur le terrain. Mais sinon, la rumeur, pour le coup, il y en a aucune, hein. Je sais pas où Vinicius pourrait atterrir. On peut peut-être regarder, mais il n'y a aucune Vinicius. Un match rumeur. Il n'y a aucune. Alors, il y avait le Bayern en cet hiver. Après, voilà, Al Nasser, Chelsea. Ouais, ça aurait très peu de gueule quand même, hein, de Vinicius Junior à Chelsea. Tonali, tu penses quoi de son transfert en Manchester United? Honnêtement, je préférerais Bruno Guimaraes que Sandro Tonali si vraiment on me pose la question. Euh, Tonali, je suis pas le plus grand fan. Je trouve que c'est un bon joueur, mais voilà, je prendrais plus un profil Bruno Guimaraes que Sandro Tonali, si vraiment c'est la question que tu me poses. Mais, mais ouais, Tonali. Après, c'est bien, hein, pour le coup, pour remplacer, comment il s'appelle? Casemiro, ça peut être intéressant. Mais, mais honnêtement, en fait, là, c'est vraiment un stade de rumeur. On verra quand ça sera signé. De toute façon, ça va arriver vite. Mais là, parler des transferts, j'ai pas forcément plus envie que ça. Donc, on va continuer. On va parler plutôt des entraîneurs qui ont révolutionné la façon. Enfin, les entraîneurs qui ont révolutionné le foot moderne avec Arrigo Sacchi, Johan Cruyff et Pep Guardiola. Donc le match de Manchester United, on en a déjà parlé. Les mises en examen d'un nouveau scandale d'arbitrage en Italie. La situation de l'Olympique de Marseille avec le peu de temps qui nous reste et possiblement Hugo Lloris qui pourrait revenir en équipe de France. Alors ça, c'est assez improbable quand même. Et après, si on a le temps, on parlera de Kylian Mbappé. J'ai vu que Luis Enrique a déclaré son amour à Olysée. Tu y crois vraiment? Bah après, il a sûrement dit que c'était un bon joueur, hein, qui pourrait dire le contraire. Euh, Est-ce que Luis Enrique veut vraiment Michael Olise dans son équipe? Là, pour le coup, je suis pas sûr. Là aussi, ça reste des rumeurs, les amis. Des rumeurs, des trucs un peu montés. Donc je suis pas convaincu que Michael Olise puisse quitter le Bayern Munich en fin de saison. Et que Luis Enrique, après Luis Enrique, peut-être il est intéressé de l'avoir, mais je pense pas que c'était forcément dans ce sens qu'il voulait le dire. Voilà. Alors, on continue. Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Pep Guardiola, ces révolutionnaires qui ont façonné le foot moderne. Avec son jeu où se mêle liberté et discipline, Luis Enrique s'inscrit dans les pas de trois entraîneurs qui ont, par des principes radicaux et bien différents de ceux alors en vigueur, changé la façon dont se pratique le foot. Un article de Christophe Kouchli. Le constat est signé Fabio Capello dans une interview à El Mundo en 2025. J'ai vécu trois révolutions dans le football, une toutes les 20 ans environ. L'Ajax de Cruyff, le Milan de Sacchi, le Barça de Guardiola. Le coach italien qui a écrasé le Barça du néerlandais lors de la finale de Ligue des Champions 1994, remporté trois fois d'affilée la Serie A que son prédécesseur raté depuis 3 ans à Milan, et snobé, un Catalan qu'il jugeait arrogant et limité lorsqu'il le coachait à l'AS Rome aurait pourtant des raisons de prendre les trois hommes de haut. Malgré ses propres succès et une réputation de coach défensif, il fait partie de ceux qui louent l'apport de leur père sur l'évolution du jeu. Même s'ils n'ont pas eu que des succès, Sachi, Cruyff et Guardiola ont expérimenté, et puisqu'ils ont gagné, ils ont inspiré. La révolution doit être viable pour être durable. Arrigo Sacchi, la couche de zone. Excellent. Vendeur de chaussures reconverti entraîneur, vocation née d'une découverte de l'Ajax de Rinus Michels, il n'en déclinera pas la folie du football total, mais se forgera des convictions sur le jeu, une vision offensive renforcée par des échanges avec le Tchèque Zdeněk Zeman, croisés au moment de passer ses diplômes de coach professionnel en décalage complet avec la vision très restrictive alors en vigueur en Italie. La tactique version Sacchi, la domination par le contrôle, a commencé par celui du terrain.
Les amis, si on parle tactique et de ces trois coachs, il y a un livre hyper intéressant. Je sais pas si je l'ai sous la main. Je crois pas, je crois que je l'ai déjà déménagé. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder. Comment je fais ça? Hop, je reviens de suite. Hop là, il est juste là. Il est juste là. Si on parle tactique, Arrigo Sacchi, il y a un livre qui s'appelle la. Alors, je sais pas si on peut le voir vu que du coup c'est sur fond vert. La pyramide inversée. Ah, mais là, vous le voyez même pas. Euh, comment je peux le faire? Bon, le livre s'appelle La pyramide inversée. Si je le mets devant moi, voilà. La pyramide inversée, c'est sur la tactique, l'histoire de la tactique du football, sur toute l'histoire du football, comment ça a été créé, comment ça en est venu, les tout premiers systèmes dans l'histoire du foot. Mais tout au long de ce livre, ça parle de la tactique, donc ça parle de Sacchi, ça parle de Guardiola, de Cruyff. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, il est vraiment hyper intéressant pour ceux qui sont un peu dans le, dans le, dans la volonté de la compréhension du jeu. Voilà, hein, la pyramide inversée de Jonathan Wilson. N'hésitez pas à lire, c'est un méga livre. Donc on disait sur Arrigo Sacchi, exit le marquage individuel, approche utilisée à peu près partout en Europe. Exit aussi le marquage en zone mixte de Nice Liel-Dolm, son prédécesseur sur le banc de l'AC Milan. Pionnier de cette équipe qu'il faut garder une structure plutôt que suivre son vis-à-vis sur tout le terrain. Place à la zone totale, une structure immuable peu importe l'adversaire. Même lorsqu'il s'appelle Diego Maradona, l'opposition n'est plus prise en compte par la préparation du match. Seul compte la capacité à maîtriser un plan qui, bien appliqué, doit garantir la victoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on n'a pas négocié. J'aime tous les joueurs, pas seulement lisés, ils doivent défendre. Et très bien, il faut attaquer plus que défendre. Et si on veut gagner, on sait la difficulté, mais on n'a pas à négocier, on veut gagner. Il a dit ça. Ok, c'est pas grave. Donc, Milan ne joue qu'en 4-4-2 dans un bloc ultra compact, hein, le fameux l'histoire du catenaccio un peu. Les positions et les déplacements sont travaillés au centimètre, notamment dans des exercices à 11 contre 11. Et la vidéo sert à corriger les petits détails. La préparation et avec le ballon, l'intensité demandée à chaque entraînement, le pressing collectif, une seconde nature. À l'image du Real Madrid battu 5-0 en demi-finale retour de C1 1989, les adversaires sont souvent bloqués dans leur camp. En quelques années, le pressing structuré devient une arme essentielle et accessible. Le marquage individuel, une idée que seule la Grèce 2004 fera revivre pendant son épopée européenne. Aujourd'hui, zone et bloc équipe sont encore la norme. Johan Cruyff la passe partout. Si Arrigo Sacchi a suivi les exploits de l'Ajax en tant que spectateur, lui était acteur, relais de Mitchells sur le terrain. Johan Cruyff a rapidement démontré qu'il pouvait devenir un grand entraîneur, un coach aussi libre que le joueur qui refuse de passer les diplômes obligatoires aux Pays-Bas parce qu'il estime avoir déjà toutes les compétences. Arrive aux entraînements les mains dans les poches tandis que son adjoint prépare les séances et prend d'énormes risques lors des matchs. Convaincu dès sa nomination sur le banc Amstello Damois en 1985 qu'attaquer est le meilleur moyen de défendre, il lance par exemple des éléments offensifs lorsqu'il mène au score, quitte à se faire contrer. Comme Sachi, il articule sa philosophie de jeu autour d'un système quasi immuable, le 3-4-3 losange, un dispositif clé pour une idée. La création de triangles sur toutes les parties du terrain. Lorsqu'il a le ballon, un joueur possède toujours deux solutions de passe pour faire progresser le jeu. Les joueurs sont choisis sur la base de leur qualité technique et le taureau devient incontournable à chaque entraînement. Une fois au Barça, Cruyff va au bout de son idée. Défenseur central, Ronald Koeman est le premier relanceur juste devant lui. Pep Guardiola est le vrai meneur de jeu. Aucun des deux n'est particulièrement rapide ou habile pour stopper les adversaires, mais le collectif masque leurs failles. Si la tactique a parfois été plus prudente que son discours à l'image d'une finale de Ligue des Champions 1992 remportée avec un bloc médian 1-0 contre la Sampdoria, il a fait rimer romantisme et pragmatisme. Milieu défensif créateur plutôt que destructeur, recherche du troisième homme, pressing à la perte de balles pour ne pas devoir se replier. Faux numéro 9, le génial Mikel Laudrup. Les principes de Cruyff l'ont fait gagner un temps ringardisé à l'ère de la solidité défensive et de l'impact physique. Rois au tournant du XXIe siècle,
Ils sont toujours aussi modernes, pardon. Pep Guardiola, le plan de relance, c'est une histoire de filiation là aussi, celle entre Cruyff et un milieu déniché en équipe B qui s'est lui aussi fait l'interprète des idées de son coach et qui, une fois passé sur le banc, a codifié ce qui était alors très organique, donnant de la liberté de façon encadrée. Dès ses premiers matchs sur le banc de la réserve du Barça lors d'une saison 2007-2008 fascinante, Guardiola prépare méthodiquement les circuits de construction. Au programme, relance courte depuis le gardien et latéraux dans l'entrejeu pour créer des supériorités numériques. Il y a certes des visages que les yeux d'aujourd'hui reconnaissent, tels ceux de Pedro ou Sergio Busquets, mais on est alors en D4. La possession devient un prérequis. Les passes doivent, si possible, casser les lignes adverses, mais être assurées et rester au sol. Le positionnement des joueurs anticipe déjà le temps d'après, l'organisation facilitant un pressing rapide et efficace s'il est perdu. Bienvenue à l'ère du jeu de position, où des mots comme conduction, porter le ballon jusqu'à attirer un adversaire et libérer un partenaire deviennent des concepts. Quand Guardiola s'assoit sur le banc d'une équipe première du Barça au talent colossal, le football total devient presque totalitaire. Les phases de conservation s'éternisent, l'adversaire court sans savoir s'il reverra la balle. Le Catalan a depuis multiplié les expérimentations, mais son envie de prendre soin du ballon a immédiatement fait école. Dans la foulée du sextuplé de 2009, trop aléatoire dégagé loin devant et se battre pour le deuxième ballon est passé de norme à anomalie, même pour les supposés petits. Dès l'Euro 2012, 15 des 16 sélections dépassaient les 450 passes de moyenne par match de l'Espagne 2008. En théorisant la meilleure façon de créer de l'espace, il a inspiré des contre-modèles tels le Jürgen Klopp pressant pour le réduire et ouvert la voie à Luis Enrique qui met de la fluidité, où son ancien partenaire privilégie la stabilité, surtout comme Sachi et Cruyff. Avant lui, Guardiola a changé le paradigme. Le football des joueurs est devenu celui des entraîneurs. Et on verra hein, à voir quel coach sera dans la lignée de ces grands monstres de la tactique. Est-ce qu'on pourra parler de Luis Enrique, même s'il est déjà un peu dans l'ère Guardiola. Julian Nagelsmann, on en a souvent parlé en tant que futur grand coach marquant de l'histoire du football, hein, pas seulement un bon coach. À qui est-ce qu'on peut penser actuellement? Euh, Vincent Kompany, ça m'étonnerait. Peut-être Mikel Arteta, à force de façonner son jeu, même si c'est pas le plus beau à voir, pourquoi pas, hein. On sait que c'est quand même un cerveau. Après, c'est des enfants de Pep Guardiola, hein. Mikel Arteta, Maresca, Xabi Alonso. Donc à voir qui sera le futur grand coach qui prendra la relève et qui révolutionnera le football. C'est surtout ça la question. On va parler d'arbitrage cette fois-ci, mise en examen, fait reprocher, l'Inter ciblé, tout comprendre, nouveau scandale d'arbitrage qui secoue le football italien. Gianluca Rocci, chargé de désigner les arbitres pour les matchs des compétitions nationales italiennes, est au centre d'une enquête du parquet de Milan. Éclairage sur l'affaire qui fait trembler le foot italien et notamment l'Inter Milan, 20 ans après l'affaire Calciopoli. Donc c'est un article de Valentin Poluzzi, évidemment, qui est à l'origine de l'enquête. Domenico Rocca, juge de touche démis de ses fonctions en juin après avoir été parmi les plus mal notés par ses inspecteurs, avait écrit un courrier en mai dernier pour se plaindre des notes qu'il estimait injustement basses. En outre, Rocca dénonçait une intervention de Gianluca Rocchi, le chef des arbitres italiens, auprès des arbitres VAR, en toquant à la fenêtre à la salle VAR centralisée à Lissone en Lombardie, à l'occasion d'un match entre l'Udinese et Parme le 1er mars 2025. 1-0 avec un penalty transformé par Florian Thauvin. Le courrier a été envoyé au parquet de la Fédération italienne de football, FIGC évidemment, qui a classé l'affaire sans suite, ainsi qu'au parquet de Milan qui a lui ouvert une enquête, comme l'a révélé samedi l'agence de presse AGI. Qui est mise en examen? Daniele Paterna, l'arbitre VAR du match Udinese-Parme et deux dirigeants de l'arbitrage italien. Gianluca Rocchi, ancien arbitre, le troisième plus capé de l'histoire de la Serie A, est chargé depuis 5 ans de désigner les arbitres des matchs de compétition nationale, Serie A, Serie B, Coupe et Supercoupe d'Italie. Est mis en examen pour complicité de fraude sportive et convoqué jeudi par le parquet de Milan. Andrea Gervasoni, ancien arbitre lui aussi et superviseur VAR, a également été mis en examen. Ils se sont auto-suspendus de leurs fonctions respectives. Quels sont les faits qui leur sont reprochés? À Rocchi et Gervasoni, il est reproché d'avoir enfreint le règlement en intervenant chacun une fois dans la salle VAR centralisée de Lissone, au sein de laquelle les arbitres VAR
sont censés être en isolement total pour signaler aux arbitres y officiant un oubli sur une action litigieuse. Gervasoni pour une rencontre entre la Salernitana et Modène en série B, et Rocchi donc pour le match évoqué précédemment entre l'Udinese et Parme. Meroki est aussi accusé d'avoir désigné des arbitres favorables à l'Inter Milan pour deux matchs qui se sont déroulés au printemps 2025. Lors de la demi-finale allée de Coupe d'Italie contre l'AC Milan, il aurait, en discutant avec des personnes présentes à San Siro, mais dont on ne connaît pas l'identité, choisi les arbitres pour la demi-finale retour, en l'occurrence Daniele Doveri, que l'Inter aurait ainsi évité en cas d'éventuelle finale, et pour le déplacement à Bologne en championnat 3 jours plus tôt. Arbitré par Andrea Colombo, ce match, finalement perdu par les Nerazzurri, était important dans la course au titre. Il s'agit d'éléments nouveaux pour le parquet de la Fédération italienne de football, qui est donc en mesure de rouvrir le dossier. Pourquoi parle-t-on aussi du match Inter Milan-Hellas Vérone de janvier 2024 ? Cette rencontre avait été à l'origine de nombreuses polémiques puisqu'un coup de coude évident d'Alessandro Bastoni sur Ondrej Duda n'avait pas été sanctionné même si les arbitres VAR avaient vérifié l'action. Un supporter du Hellas, l'avocat Michele Croce, avait déposé un signalement auprès du parquet de Milan et été convoqué avant l'été 2025, peu après le courrier de Rocca. Cet épisode m'a immédiatement semblé être un vol, une fraude. Le procureur a estimé que ma plainte ne constituait pas un épisode isolé, a-t-il déclaré lundi dans les colonnes de La Repubblica. Comment l'Inter a-t-elle réagi ? Le club n'a réagi que dimanche par l'intermédiaire de son président Giuseppe Marotta. Avant le nul de ses hommes sur la pelouse du Torino, nous apprenons tout par la presse, a expliqué le dirigeant au micro de Sky. Nous n'avons pas d'arbitre favorable ou défavorable. La saison dernière, je ne le dis pas pour me plaindre, nous avons objectivement subi des décisions défavorables, y compris reconnues comme telles. Je suis serein, nous n'avons rien à voir avec tout cela. Dans une note, Ezio Simonelli, président de la Lega Serie A, a lui appelé à la prudence. Un avis de mise en cause ne peut pas remettre en question l'honnêteté intellectuelle de tout un système. Si jamais il devait apparaître que quelqu'un a commis une erreur, il est normal qu'il en réponde, mais il n'est en aucun cas acceptable de mettre en doute la régularité du championnat. Pourquoi parle-t-on beaucoup du contexte politique en Italie ? Antonio Zappi, président de l'association italienne des arbitres, est suspendu depuis janvier et pour 13 mois pour avoir forcé deux dirigeants à démissionner. De son côté, Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, a démissionné début avril après la non-qualification de l'Italie à la Coupe du Monde. Dans ce contexte délicat qui survient 20 ans après l'affaire Calciopoli, dans lequel plusieurs clubs dont la Juventus Turin relégués en série B et dirigeants avaient été sanctionnés au sujet de désignation d'arbitres, Andrea Abodi, ministre des Sports, plaide pour placer la FIGC sous tutelle comme le permet le règlement du comité olympique en cas de manquement grave aux règles de l'ordre sportif de la part des instances dirigeantes. Pour certains, cette affaire découle avant tout d'une lutte de pouvoir interne. Donc on suivra ça. Est-ce que l'Inter Milan du coup sera relégué en série B? On verra ça. Alors pour le coup, il nous reste 5 minutes pour un article sur l'Olympique de Marseille et après on s'arrêtera là les amis. Hugo Lloris de retour en équipe de France, on aura le temps d'en reparler. Kylian Mbappé aussi, on verra s'il jouera dimanche. On suivra ça de près. Mais on va finir sur l'Olympique de Marseille. Réponse sèche d'Abdelli Bey, retard et privilège de Greenwood, spleen de Nwaneri à l'OM, investir sous haute tension. Après le nul décevant contre Nice, les foyers de tension sont nombreux dans le groupe marseillais où plusieurs joueurs comme Mason Greenwood et Imad Abdelli suscitent des crispations. Un article d'Anthony Clément, Baptiste Chaumier, Mathieu Grégoire. La nouvelle désillusion contre Nice n'a pas déclenché de fureur publique comme à Lorient où Mehdi Benassia avait dézingué les joueurs après leur affligeante prestation. Cette fois-ci, ils ont été bien meilleurs, mais ils n'ont pas gagné non plus, rattrapé une fois de plus. En fin de match, si le directeur du football n'est pas venu en zone mixte, cela ne signifie pas que l'échec a été digéré dans le calme et la sérénité, puisque la frustration d'Abi Bey s'est notamment dirigée sur Imad Abdelli, coupable d'avoir perdu le ballon avant le pénalty provoqué par Tajdin Madi. En conférence de presse, l'entraîneur avait déjà visé le milieu algérien en prenant soin de ne pas le citer et il n'avait pas besoin de prendre de gants dans le vestiaire. Déjà ciblé pour sa nonchalance à Lorient et globalement depuis sa signature lors du mercato d'hiver, l'ancien Angevin a peu apprécié d'être ainsi visé et lui a alors répondu « T'es pas mon père ». Ok les gosses. Certains partenaires ont estimé qu'il était une proie facile et il faut dire qu'Abdelli n'est pas le seul motif de crispation dans le groupe où Mason Greenwood reste un sujet très particulier. Indispensable étincelle offensive. L'anglais a été considérablement freiné par la béquille qu'il a subie contre Lille.
Revenu contre Metz, il souffre toutefois encore de la jambe gauche et ses douleurs étaient évoquées en interne après la déroute de Lorient pour expliquer sa mauvaise performance. Mais son état physique n'est pas facile à suivre au jour le jour. Déjà parce que les relations avec le staff médical ne sont pas fluides et parce que Greenwood ne fonctionne pas avec les mêmes règles que les autres. Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée en juillet 2024. Il a toujours été très privilégié, souffle-t-on au club, où son comportement avait déjà fortement agacé au printemps 2025. En rupture totale avec Benassia depuis plusieurs mois, l'Anglais peut arriver en retard au rendez-vous, ce qui est encore arrivé pour un repas la semaine dernière quand il a aussi répondu sèchement à des remarques de Bay, mais l'entraîneur voulait bien le titulariser. Avec les blessures d'Amin Gouiri et d'Igor Pechao, la maladie d'Ahmed Junior Traoré, il avait vraiment besoin de son meilleur attaquant qui a pourtant fait savoir qu'il n'était pas à 100% d'une manière originale. Preuve de ses relations compliquées avec ses interlocuteurs naturels, c'est son avocat qui a écrit à un dirigeant pour expliquer que le joueur se plaignait toujours de sa béquille. Ebay a dû ensuite provoquer la discussion et découvrir que Greenwood estimait avoir seulement 30 minutes dans les jambes, gêné pour frapper et sprinter. Il est ainsi entré à la 63e minute dimanche alors qu'Ethan Nwaneri est resté sur le banc. Accrochage entre Højbjerg et un membre du staff pour une histoire de chasuble. Prêté par Arsenal cet hiver pour progresser sous la direction de Roberto De Zerbi, l'autre anglais du groupe a été dépassé par les jeunes de l'effectif. Pourtant pas très impressionnant et il affiche ostensiblement son mal-être au quotidien, il ne fait rien pour renverser sa situation et Bale ne le considère plus comme une solution. Même si la pénurie dans le secteur aurait dû ouvrir des perspectives au milieu offensif, la demi-heure disputée par Nwaneri à Lorient n'a surtout pas fait changer d'avis l'entraîneur qui avait aussi été déçu par le rendement de Pierre-Emile Højbjerg. Nommé capitaine par Bay en février, le Danois est également venu à l'OM pour travailler avec Deserbi, et il a été touché par son départ comme il l'avait été par celui d'Adrien Rabiot à la fin de l'été. Il n'est plus le leader qu'il a été la saison dernière, tout le monde en a bien conscience, et il s'est accroché avec un membre du staff pour une histoire de chasuble à l'entraînement. Il était ainsi dans le collimateur, mais il s'est excusé, et il est l'un des rares à cultiver encore une proximité avec Benassia, ce qui peut toujours servir. Il a donc été aligné dimanche, a ouvert le score, et il est apparu très marqué au micro de Ligue 1 Plus après le match nul, en contenant comme il pouvait sa frustration. On doit gagner ce match, on doit arrêter de parler la semaine. Seul joueur adressé mercredi à RMC à Ligue 1 Plus pour donner une interview, Facundo Medina peut avoir les oreilles qui sifflent. Surtout que la façon dont il a remis en cause l'investissement de ses partenaires n'a pas fait gonfler sa popularité dans le groupe. À fleur de peau depuis le discours et les sanctions actées par Benassia à Lorient, pour beaucoup dans l'effectif, c'est le directeur du football qui décide de tout. Ce qui sape un peu plus l'aura de Bale dont il demeure solidaire. Il reste au duo 3 matchs pour s'arracher de la 6ème place ou au moins ne pas tomber à la 7ème avec autant de dossiers brûlants, des critiques qui se multiplient à l'intérieur comme en dehors du club et un futur qui s'inscrit loin de Marseille comme la plupart des joueurs. Cela ressemble à une mission impossible. Bon voilà, c'est sur ces belles paroles et encore une fois une bombe à retardement à l'Olympique de Marseille que l'on va s'arrêter les amis. Merci d'avoir tous été présents. Merci à Sarah, à Anas, aux supporters du Barça et de Manchester United, de Néné. Merci à Gara aussi qui est passé, à Jarod Sinclair. Enfin, tous ceux qui étaient présents dans le chat au global, merci à tous. Je le redis, merci à Sans Filtre encore une fois pour l'invitation hier sur le live. J'espère le refaire, enfin qu'on refasse quelque chose ensemble rapidement. C'était vraiment très cool l'occasion. Donc merci à eux. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne Twitch, à leur chaîne YouTube. Hein, ça s'appelle Sans Filtre officiel. Il y a le lien en épinglé sur le chat Twitch. Euh, je vais vous le remettre, le refaire apparaître sous vos yeux ébahis. Attention, attention. Évidemment, j'arrive pas à le retrouver. Hop là, sans filtre, juste là. Voilà, ils ont déjà pas mal de followers, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Voilà, donc merci à eux pour l'invitation. N'hésitez pas à suivre leur chaîne YouTube sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, hein, de toute façon, tout est à retrouver sur leur page Twitch. Hein. Je vais le remettre juste là, comme ça, c'est fait. Hop. Épinglé. Ah, mais c'est là où... D'accord, donc on peut épingler que 60 secondes, c'est chiant ça.
Bon, je verrai si je peux modifier. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée, une bonne, suite, de votre semaine. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve demain 10h midi sur Twitch et TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube @trickfr, à nous écouter sur les plateformes de podcast et à vous abonner sur tous les réseaux sociaux: TikTok, Instagram, X, Facebook, Snapchat, Threads. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, merci à tous et on se retrouve demain les amis. Ciao, ciao.